Ce garçon était le bâtard d'une famille royale. Depuis son enfance, Johan était battu par ses frères parce qu'il était faible. C'est là qu'il a appris que la seule personne en qui il pouvait avoir confiance était lui-même. Après s'être réincarné dans le corps d'un prince bâtard, il a pris une décision, devenir bodybuildé. Il s'est entraîné en courant des kilomètres, en mangeant des quantités folles de protéines et en pratiquant les arts martiaux chaque jour. Après des années d'entraînement brutal, il est devenu un monstre. Il pouvait frapper à travers les arbres et abattre des forêts entières. Car à chaque entraînement, sa force écrasante continuait de croître sans limite. Ce monde est un endroit où le sang des faibles est versé et où les forts le boivent. Une créature marche dans une forêt sombre. Elle s'arrête puis commence à brouter quelques feuilles. Caché dans les buissons, un chasseur observe. C'est sa proie. Il se rappelle de rester calme, de se souvenir de son entraînement. La corde de l'arc tendue, il prépare son tir. Mais au moment où il relâche, l'arc se brise. Le son soudain effraie l'animal. Son compagnon interpelle le seigneur Johan. Il exige de savoir pourquoi Johan a cassé l'arc au lieu d'attraper la proie. Johan répond que l'arc s'est cassé trop facilement, mais l'homme rétorque qu'il ne l'a acheté qu'il y a une semaine. Il demande pourquoi un noble comme Johan insiste pour être un chasseur. Il suggère qu'il aurait pu apprendre l'escrime à la place. Le jeune noble reste silencieux. Il explique que l'escrime ne paie pas tant que l'on n'est pas engagé, puis suggère qu'il continue. Il a besoin d'argent pour survivre dans ce monde pourri. Son nom est Johannes. Mais avant, il était Kim Johan. Il s'est réincarné dans ce monde après un accident. Bien que né noble, il est le dernier dans la hiérarchie de sa famille. Il n'a aucune chance d'hériter de quoi que ce soit. Soudain, son compagnon l'arrête. Devant eux se trouve une meute de loups. Son compagnon tire une flèche près de l'une des bêtes. La meute se disperse de peur. Johan observe en silence. Le monde dans lequel il s'est réincarné est une ère médiévale très réaliste. Il trouve un tas de corps. Le jeune homme commente que même la mort ne leur accorde aucun repos. Son compagnon demande s'il pourrait être de leur village. Johan dit que c'est difficile à dire, mais une chose est sûre. Les faibles ne sont que des proies pour les forts. Et pour éviter de devenir une proie à cette époque, il a besoin d'argent. Quand il est arrivé dans ce monde, il espérait éveiller une capacité incroyable. Il a réalisé que cela n'existait pas ici, alors il a changé son objectif. Cet objectif, c'est l'argent. Avec de l'argent, il peut quitter ce territoire et faire n'importe quoi, devenir marchand ou même un fermier libre. Pendant que Johan est absorbé par ses pensées, son compagnon l'appelle pour voir quelque chose. Il lui montre l'herbe médicinale qu'il avait mentionnée, l'herbe du petit démon. Elle est rare et excellente pour arrêter les saignements. Johan s'empare immédiatement de l'herbe. Elle doit coûter cher. Il range la plante. Soudain, le jeune homme aperçoit une sacoche à herbe par terre. Il dit à son compagnon qu'il l'a fait tomber, mais l'homme dit que ce n'est pas la sienne. Johan pense que c'est impossible car personne d'autre ne va si profondément dans la forêt. Le chasseur plus âgé réalise alors quelque chose. Un son soudain résonne dans les bois, les surprenant tous les deux. Ils entendent quelqu'un courir désespérément pour de l'aide. Les aboiements des loups se rapprochent, les mettant en alerte. Puis ils trouvent un enfant acculé en haut d'un arbre par une meute de loups. Son compagnon la reconnaît, c'est d'elle, la fille de Robert. Il se demande ce qu'un enfant fait ici. La meute de loups approche. Joseph prévient qu'il y a trop de loups pour les affronter seuls. Il suggère de battre en retraite pour chercher de l'aide, mais Johan s'avance simplement vers eux. Son compagnon l'avertit que ce ne sont pas des loups ordinaires. Le jeune homme dit qu'il va les distraire pour que Joseph puisse sauver d'elle. Joseph reste silencieux face à l'attitude du noble. Il n'arrive pas à croire que Johan s'offre comme appât pour sauver une simple roturière. Johan réalise alors que cet endroit est une mine d'or. Il aurait dû se dépêcher d'apprendre à chasser. Il compte au moins 10 loups. Il calcule que s'il vend toutes les peaux, il fera fortune. Puis il crie à ses précieuses sources d'argent de l'attendre. Le chasseur plus âgé ne comprend pas ce qui se passe. Johan tire son épée. Son compagnon se demande quel genre d'escrime désordonné c'est. Les animaux se précipitent pour l'attaquer. Il bouge rapidement. L'un des loups lui saute dessus. Il mord la lame de son épée. L'épée se brise après que le loup l'ait mordu. L'animal recule sous l'impact, surprenant Johan. Puis un autre loup attaque par le côté. Il est rapidement encerclé par la meute. Joseph observe la scène, appelant son seigneur. Il crie désespérément le nom de messire Johan. Pendant ce temps, dans le village de Baltroden, la famille Hetz procède à son inspection territoriale. Les villageois s'inclinent au passage de l'entourage. Un homme protège un enfant dans ses bras. Madame Hetz, la concubine, se plaint de la mauvaise odeur de l'endroit. Le fils aîné, Philippe Hetz, reste silencieux. Josan Hetz, le seigneur du territoire, se plaint également de la puanteur de la campagne. Philippe informe son père que Johan n'a pas été retrouvé. Il suggère d'envoyer des soldats à sa recherche. Josan réagit avec colère à la mention de ce nom. Il dit d'oublier ce garçon. Il se fiche qu'il meure comme sa mère. Le seigneur Josan continue de rire d'un air moqueur. Il s'arrête brusquement quand il aperçoit quelque chose. Josan s'interroge sur une grande botte de foin à l'entrée du village. Un villageois explique qu'ils ont couvert les traces de l'entraînement de Johan. Le seigneur se moque. Il continue de se moquer, se demandant comment un insecte pathétique pourrait même s'entraîner. Mais son expression change complètement quand il regarde ce que le foin cachait.
Gessen voit la marque d'un poing parfaitement incrusté dans un tronc d'arbre. Puis il remarque que plusieurs autres arbres environnants ont été détruits de la même manière. De retour dans la forêt, Johan est au sol, encerclé par la meute de loups. Un loup grogne mais hésite avant de mordre. Réalisant que le combat à l'épée n'est pas son style, il jette l'animal de côté. Il défie alors ses charmantes sources d'argent de l'attaquer. Maintenant, il se battra à sa manière. Pour ne pas devenir une proie à cette époque de survie du plus apte, il a besoin d'argent. Et pour gagner cet argent, il sait qu'il doit vaincre la meute qui s'avance vers lui. Il a besoin d'une force écrasante, suffisante pour transcender les limites humaines. Et avec une rafale de coups de poing, il attaque la meute. Joseph observe la scène, paralysé. Les coups atteignent les loups en plein fouet. Il en projette un au loin avec d'autres. Il attrape une autre créature par le cou et l'achève d'un coup précis. L'animal tombe sans vie sur le sol. Son compagnon peine à croire à une telle force. Johan se tient au milieu des loups abattus, et il se demande combien tout cela vaut. Johan n'a d'autre choix que d'accepter une dure vérité. La vie dans ce monde n'était pas facile. Ses frères de haut rang l'ont qualifié de bâtard illégitime et sans mère. Ils le tourmentaient constamment, le battant quand bon leur semblait et le menaçant s'il osait riposter. Il a vite réalisé à quel point ce monde était impitoyable. Personne ne se soucierait de sa mort. La seule personne sur qui il pouvait compter était lui-même. Alors il cesse de demander ce dont il avait besoin pour survivre dans un monde médiéval. Heureusement, il avait un avantage sur les gens de cette époque, sa vie passée d'étudiant moderne. Grâce à cela, l'esprit de Johan recelait des connaissances que les gens du Moyen-Âge ne pouvaient même pas imaginer. Il a décidé d'utiliser ces connaissances en commençant par la science de l'exercice et l'entraînement par intervalles à haute intensité. Il l'a également utilisé pour créer un régime nutritionnel équilibré à partir d'aliments que d'autres jetaient comme des déchets. Le jeune homme a créé un programme d'entraînement basé sur la science moderne et a pratiqué les arts martiaux de combat rapprochés. Et ainsi, son entraînement continu s'est accumulé au fil du temps. Après plusieurs années, ses efforts ont porté leurs fruits. Il a continué à frapper l'arbre. Finalement, l'arbre a cédé, se brisant sous l'impact. À chaque séance, son corps manifestait une force encore plus écrasante. Il se sentait revigoré. Personne ne savait si cette force était une bénédiction ou un nouveau défi. Le bruit de la bataille dans la forêt a finalement cessé. Johan s'est épousseté les mains. Il a regardé les loups vaincus et a confirmé que cela semblait être le dernier d'entre eux. Joseph a pris des nouvelles de Dell, et la jeune fille l'a serré dans ses bras. Le vieux chasseur a soupiré. Il a grondé messire Johan pour son imprudence, l'interrogeant sur le danger qu'il avait courtisé. Mais il a admis avoir été ému par l'action honorable de Johan, s'interposant devant une bête pour sauver la jeune servante. Johan, cependant, se demandait seulement quelle peau de loup se vendrait au prix le plus élevé. Il a demandé ce que Joseph avait dit, mais l'homme a répondu que ce n'était rien. Puis, le jeune homme s'est tourné vers d'elle pour lui demander si elle allait bien, et la jeune fille l'a remercié. Soudain, son expression a changé. Derrière eux, une créature géante a émergé de l'obscurité. Ils se sont tournés pour faire face à la nouvelle menace et la jeune fille a couvert son visage. La créature les a regardés droit dans les yeux. La créature géante a grogné sur Johan. Joseph a crié que c'était un monstre. Il a insisté pour que messire Johan s'enfuit, affirmant qu'un monstre de cette taille nécessitait une armée entière pour être vaincu. Johan a simplement demandé si la créature était leur chef. Il s'est excusé d'avoir tué ses subordonnés, expliquant que les peaux de loup se vendaient à bon prix. La créature a continué à grogner. Il a réalisé que le monstre le considérait comme une proie. Elle s'est jetée en avant, la gueule ouverte pour l'attaque. Johan a dit que peu importait ce que c'était. Une pierre à la main, il a déclaré que la peau du monstre vaudrait encore plus. Il a frappé la tête de la créature avec la pierre. Le monstre a reculé sous le coup de la blessure. Johan s'est plaint d'avoir égratigné la peau, déplorant que le prix allait baisser. La créature le foudroya du regard avec fureur. Elle a poussé un hurlement qui a résonné dans toute la forêt. Le hurlement de la créature a affecté tout le monde. Ils se sont immédiatement bouchés les oreilles. Johan a également réagi au son perçant. Il s'est demandé ce que c'était. Il a réalisé que sa force s'amenuisait. Soudain, une bataille féroce a éclaté dans la clairière. Johan est tombé au sol, complètement désorienté. Se redressant, il a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Il a regardé autour de lui, se demandant où était le monstre. Puis il a réalisé qu'il avait disparu. Il a aperçu Joseph et Dell allongés sur le sol. En s'approchant d'eux, il a vu qu'ils étaient tous sains et saufs. Il a hissé Joseph sur son dos en disant qu'il devait rentrer rapidement avant que d'autres monstres n'apparaissent. Il a commencé à s'éloigner de la scène. En marchant, il regrettait de ne pas avoir pu prendre les peaux de loup qu'il désirait tant. La nuit s'est poursuivie dans la forêt silencieuse. En approchant, il a remarqué que le village était toujours éclairé. Il se demandait si tout le monde cherchait d'elle, dans l'espoir de marquer des points auprès de son père. Il imaginait son père le nommant successeur pour avoir vaincu une meute de loups, mais il a rejeté l'idée, espérant qu'il le nommerait au moins à la garde pour qu'il n'ait plus à se soucier de la nourriture. Soudain, il s'est arrêté, remarquant quelque chose. Une torche éclairait l'obscurité devant lui. Il a rencontré la suite d'inspection de son père qui bloquait le chemin. Johan ne comprenait pas ce qui se passait. Philippe écrit le nom de Johan.
Ils demandent furieusement pourquoi Johann a manqué l'inspection de leur père. Johann réalise soudain qu'il a complètement oublié son engagement. Gessen s'approche à cheval, traitant Johann de bâtard immature. Il met pied à terre, plantant fermement ses pieds sur le sol. Tenant d'elle inconsciente, Johann essaie d'expliquer son absence à son père, mais Gessen lui dit de se taire. Gessen lève sa hache. Il menace d'écraser le crâne de Johann pour avoir osé l'ignorer. Le jeune homme fixe le sol un instant, puis il lève les yeux. Johann déclare qu'il n'a pas manqué l'inspection exprès. Il sauvait des gens dans la forêt. Un homme de la foule se précipite, reconnaissant la petite d'elle. Il embrasse l'enfant, reconnaissant qu'elle soit en sécurité, disant qu'il l'a cherchée partout. L'homme continue de serrer d'elle dans ses bras, répétant à quel point il est heureux de l'avoir trouvée. Johann pointe du doigt et explique que la fille était encerclée par des loups dans la forêt, et qu'il s'est battu pour les vaincre. Devant les villageois, il conclut que bien qu'il ait manqué l'inspection, il a rempli son devoir de fils d'une maison de chevalerie. Il s'incline en guise d'excuse, promettant de continuer à faire de son mieux pour la sécurité du domaine. Johann suggère même que ce serait formidable si son père lui donnait le poste de capitaine de la garde. Il sourit, croyant que son autopromotion était parfaite. Gézan met en doute l'histoire, exigeant de voir les loups morts comme preuve. Johann insiste sur le fait qu'il ne ment pas. Il prétend même avoir rencontré le grand loup noir. Les villageois observent l'échange. La bouche de Gézan s'ouvre en grand. Il accuse Johann de mentir et menace de lui arracher la bouche. Johann demande un duel, acceptant de prouver ses compétences. Il se détourne, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix. Gézan accepte avec un sourire narquois, disant qu'il verra bien à quel point le garçon est vraiment doué. Il ordonne à Johann de lever son épée pour un duel n'impliquant que des armes. Johann le regarde, répétant la question sur le combat avec une arme. Il réalise soudain que son père ne lui a jamais appris à en utiliser une. Père et fils se font face au centre de l'arène. Gessen lui ordonne de dégainer son épée. Johann montre la poignée de son épée brisée. Gessen ordonne alors à Philippe de prêter sa lame à Johann. Philippe s'approche, conseillant à Johann de supplier son pardon. C'est le seul moyen pour lui de s'en sortir vivant. Johann refuse. Il insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal et qu'un homme ne fuit pas. Il repousse son frère, saisit la nouvelle épée et se prépare pour le duel. Gézan ajuste son casque pour le combat. Face à son père, Johann se concentre. Déterminé à prouver sa valeur, il charge pour l'attaque. Gézan observe avec des yeux écarquillés. Johann se déplace avec une force écrasante. Son épée frappe la hache de Gézan de plein fouet. La lame se brise sous l'impact. Un éclat vole et frappe Johann à la tête. Gézan recule, serrant toujours son arme. Il fusille son fils du regard, les dents serrées. Gézan avance avec la hache, traitant Johann de parasite. Johann se penche en arrière sous la force du coup. Philippe déclare que Johann a insulté le seigneur. Un villageois commente que Gézan a vraiment l'intention de le tuer. Gézan attaque à nouveau, criant qu'il n'a jamais appris l'escrime à Johann parce qu'il est inutile. Il poursuit l'attaque, affirmant que Johann ne le surpassera jamais. Gézan hurle que le domaine est à lui et que personne, pas même l'empereur, ne peut le lui prendre. Johann le fixe tandis que le sang coule sur son visage. Le sang de la blessure au front lui coule dans les yeux. Philippe hurle le nom de Johann. Gézan frappe avec le côté du manche de la hache vers le visage de Johann. La foule regarde. Johann bloque le coup avec la poignée de son épée qui commence à se fissurer sous la force. La poignée se brise en morceaux. Il regarde son père et s'avoue vaincu. Johann s'agenouille devant Gézan, entouré des fragments d'épée éparpillés. Gézan s'approche et lui dit de rester à sa place. Il menace Johann, disant que s'il le revoit, il lui écrasera vraiment le crâne. Gézan se retourne et part, abandonnant Johann agenouillé seul dans l'arène. La foule l'entoure, et un villageois l'appelle par son nom. Au loin, dans une église, une voix déclare que les actions de sœur Gézan étaient injustes. À l'intérieur, Johann dit à son interlocuteur de parler moins fort, mais le prêtre crie qu'il s'en fiche car il vient du Vatican. Il continue, se demandant comment Gézan a pu traiter son propre fils de cette façon. Johann, la tête bandée, insiste sur le fait qu'il est vivant et qu'il va bien. Le prêtre se plaint que c'était ridicule. Le jeune homme détourne le regard. Il s'appuie contre une table, se lamentant. Même s'il n'a jamais appris l'escrime, il ne réalisait pas qu'il était si impuissant. Le prêtre le console, expliquant qu'il est logique qu'il ait perdu. Sergueï Gessen est un guerrier aguerri et a hérité des techniques familiales. Il raconte une rumeur selon laquelle Sœur Hetz aurait tué 300 soldats seuls sur un domaine voisin, ce qui impressionne Johann. Johann commente l'importance de la technique. Il ajoute qu'il pensait pouvoir vaincre son père puisqu'il a affronté un énorme loup noir. Le prêtre se tourna brusquement vers lui. Il attrape Johann, exigeant de savoir s'il est vrai qu'il a vu un loup noir dans la forêt. Johann confirme l'histoire, ajoutant que Joseph et d'elle l'ont vu aussi. Le prêtre réagit avec alarme. Johann demande quel est le problème avec le loup. Le prêtre se détourne, tirant un livre d'une étagère. Il l'ouvre devant Johann. Le prêtre explique que les loups noirs ont longtemps été considérés comme tabous, un présage de mort. Les anciennes histoires disent qu'il apporte la mort et le carnage. Johann dit qu'il ne croit pas à cela, mais suppose que le loup a pu annoncer son duel avec son père. Le prêtre le rassure de ne pas s'inquiéter. Ce ne sont que de vieilles histoires.
Il suggère que peut-être Dieu aide Johann parce qu'il est une bonne personne. Le prêtre conclut que Johann est quelqu'un qui fait passer les autres avant lui, ce qui fait sourire Johann. Johann met cela en doute. La scène s'éloigne pour montrer une vue nocturne du domaine. Le récit se déplace vers la baronnie des Brie, près des Eastlands. Des appels à l'aide et des supplications de pitié résonnent dans la nuit. Une femme serrant un enfant dans ses bras supplie pour sa vie. On les voit tous les deux dans leurs derniers instants. Une traînée de sang s'étend dans l'obscurité. Une main tombe sans vie sur la terre. Un soldat demande pourquoi ils essaient de s'enfuir. Un autre répond qu'ils mourront de toute façon, notant la cruauté de la situation. Un troisième soldat remet en question l'ordre de tuer tout le monde et de brûler les corps, puis décide qu'ils s'en fichent. Ils font juste leur travail pour l'or. Deux silhouettes se rencontrent devant une grande porte en feu. Un homme s'agenouille devant Messire Karamov, rapportant que les mercenaires sont anéantis. Il lui tend la chevalière de la famille Brie. Karamov se contente de répéter le nom de la famille. Elle commente qu'elle avait de grandes attentes pour Brie, mais il n'a pas tenu deux attaques. Karamov se présente alors comme l'épée du Saint-Empire et la représentante de Sa Majesté impériale. En tant que collectionneuse de sceaux, elle décrète qu'elle punira tous les nobles corrompus selon les souhaits de l'empereur. Elle promet que tous ceux qui se rangeront du côté de l'empereur seront récompensés par de l'or et de l'honneur. Karamov pointe devant elle, ordonnant à ses troupes de tuer, piller et tout brûler. Son armée avance, déclarant que le domaine d'Hésite est le suivant. Sur un champ de bataille, deux silhouettes échangent des coups d'épée. Les lames s'entrechoquent dangereusement près du heaume d'un guerrier. Un chevalier en armure de plate bloque une attaque. Son adversaire à capuche part en retour. Les épées se bloquent violemment. Un mouvement rapide arrache le heaume du guerrier à capuche. Le sang jaillit dans l'obscurité. Le casque vide roule sur le sol en pierre, révélant le visage ensanglanté de l'homme. Ses yeux s'ouvrent brusquement. Johann se redresse d'un bond dans son lit, haletant. Il est seul dans sa chambre. La main sur le visage, il se demande si ce n'était qu'un rêve. Puis il réalise. Il fait le même cauchemar depuis des jours, depuis qu'il a vu ce loup noir. Il se souvient du vieil avertissement. Le loup est un ancien présage de malheur. Son existence même était un mauvais présage, qui répandait le sang et apportait la mort. Il se souvient que les prêtres l'appelaient même le signe de la mort, mais Johann écarte cette pensée. Ce n'est qu'une légende, se dit-il. Il n'a pas blessé le loup. Puis le souvenir de sa rencontre avec la créature dans la forêt lui revient. Il lui a bien jeté un assez gros rocher. Secouant ses pensées inutiles, il décide d'aller s'entraîner. Au crépuscule, Johann s'entraîne seul sur une colline. Une voix le traite de gamin inutile. Il se retourne. Deux hommes s'approchent, lui rappelant l'avertissement de son père de faire profil bas. Il le provoque, ricanant, lui demandant si couper du bois toute la journée le rend vraiment plus fort. Les moqueries continuent. Casser des bûches est un tour de bas étage pour quelqu'un comme lui, disent-ils. L'un se moque de son rêve de rejoindre la garde, insistant sur le fait que son père ne nommerait jamais une ordure comme lui. Il termine en disant que son père ne l'utiliserait que pour lui fendre le crâne et le donner en pâture au cochon. D'un seul coup de poing, Johann pulvérise complètement la bûche de bois devant lui. Les deux hommes le fixent, les yeux écarquillés, la bouche bée. Il se tourne vers la souche d'arbre éclatée, puis de nouveau vers les hommes. Il les invite à s'approcher et à répéter ce qu'ils viennent de dire. Ils refusent et s'enfuient, criant qu'ils diront tout au père de Johann. Il les regarde partir, marmonnant que ce sont de pathétiques idiots de ne pas s'inquiéter pour leur propre avenir. Décidant de les ignorer, il retourne à son entraînement. Une autre voix confirme que ce qu'ils ont dit est vrai. Philippe s'approche, informant Johann que leur père n'a aucune intention de le nommer à un quelconque poste. Johann répond qu'il s'en doutait. Considérant qu'il n'a pas encore été tué, ça pourrait être pire. Philippe lui demande s'il est déçu, mais Johann dit simplement qu'il devra trouver un autre moyen de gagner sa vie. Puis Philippe révèle la vérité. Leur père a peur de lui. Johann arrête son coup de poing en plein vol. Le jeune homme se tourne pour faire face à son frère. Philippe explique que la force indéniable de Johann est une menace pour leur père. Leur père veut des fils obéissants comme Philippe, mais Johann insiste pour vivre selon ses propres principes. Philippe conclut que leur père croit que la force de Johann lui prendra tout un jour, tout comme lui-même a tout pris à leur grand-père. Johann se retourne avec un sourire, qualifiant tout cela d'absurde. Philippe ordonne à un serviteur d'apporter ce qu'il a demandé, et l'homme obéit promptement, ouvrant un grand sac en tissu. Johann fixe le contenu, demandant ce que c'est. À l'intérieur du sac se trouve un surcot, une épée longue et un plastron de rechange. Philippe déclare qu'ils n'est pas comme leur père. Ils n'est pas assez stupides pour écarter quelqu'un de compétent. Johann le regarde en silence. Philippe promet alors de nommer Johann capitaine de la garde une fois qu'il deviendra seigneur. Il lui demande de continuer à s'entraîner et d'arrêter de causer des problèmes. Johann lui crie en retour qu'il ne commence jamais les problèmes. Philippe et le serviteur s'en vont, laissant le jeune homme seul sur la colline. Il baisse les yeux vers le plastron et réalise que c'est exactement la même armure que dans son rêve. Il se demande si la portée signifie qu'il mourra de la même manière que dans le cauchemar. Pourtant, pour une raison quelconque, il sent qu'il peut surmonter ce destin, même sans preuve. Johann décide que quoi qu'il arrive, il aura besoin d'équipement s'il veut gagner. Il enfile le plastron et la cape, ajustant l'équipement à son corps. Un rire résonne au loin alors que le soleil se couche. Dans une taverne,
Un homme insiste sur le fait qu'il dit la vérité, mais un autre l'accuse d'inventer des histoires. Le premier homme raconte comment Messire Johann a tué des loups et a dégainé son épée uniquement pour sauver d'elle et Joseph, le qualifiant de véritable modèle de chevalier. Deux hommes conviennent que Johann est bien plus noble que le seigneur Gazon, tandis qu'une silhouette à capuche écoute à proximité. Un autre villageois ajoute que Johann aurait simplement dû couper la tête de Gazon ce jour-là. Joseph arrive au bar et annonce que c'est sa tournée. La silhouette à capuche demande pourquoi. Joseph lève sa chope proposant de trinquer à Messire Johann pour avoir sauvé sa fille d'elle. Un des hommes se tourne vers l'étranger et lui demande qui il est, car il ne l'a jamais vu dans le coin. La silhouette à capuche fait simplement remarquer qu'il disait du mal du Seigneur devant un parfait inconnu. Le villageois le dévisage. L'étranger commente que les gens du coin ne semblent avoir peur de rien. L'homme à capuche dit alors qu'il a trouvé leur histoire fort intéressante. Il exige qu'ils lui en disent plus, effrayant les villageois. Il précise qu'il veut en savoir plus sur Johannetz. Au loin, Johann traverse le village de nuit. Il rêve à la promesse de Philippe de le faire capitaine de la garde, croyant que sa voie dorée est enfin arrivée. Soudain, Johann s'arrête de marcher et regarde sur le côté. Il aperçoit un homme ivre assis par terre. Décidant qu'en tant que futur capitaine de la garde, il ne peut ignorer un citoyen, Johann s'approche. Il propose de raccompagner l'homme chez lui pour qu'il n'attrape pas froid. Soudain, il sent quelque chose de glacial contre son cou. Une dague est pressée contre sa gorge. Il lève les yeux, essayant de comprendre ce qui se passe. Il se demande si Gisant a envoyé l'assassin, mais écarte cette pensée. Puis il pense à la maîtresse ou même à Philippe. Il n'arrive pas à deviner qui l'a envoyé. Johann demande à son agresseur ce qu'il veut. Supposant qu'il s'agit d'argent, il offre tout ce qu'il possède en échange de sa vie. Mais l'homme encapuchonné prétend qu'il a déjà bien assez d'argent. Le personnage l'appelle par son nom et dit qu'il va lui poser une question. Il le prévient. Si la réponse ne lui plaît pas, sa gorge sera tranchée sur le champ. Johann est choqué par la condition, réalisant qu'une mauvaise réponse signifie la mort. Il se ressaisit, déterminé à donner la réponse parfaite pour survivre. L'homme annonce que l'interrogatoire commence. Johann se prépare. L'homme encapuchonné commente le physique de Johann et lui demande s'il est vraiment le fils de Gessen. Johann est déconcerté par la question. Face à l'enjeu de vie ou de mort, il grince des dents, ne sachant que répondre. Finalement, Johann dit que parfois, un lion peut naître de la lignée d'un porc. L'homme encapuchonné reste silencieux. Johann se demande s'il a donné la mauvaise réponse. La capuche de l'homme bouge légèrement. Soudain, il éclate de rire. Il déclare que la réponse lui a plu, mais refuse la demande de Johann d'être libéré. Le personnage déclare que Johann lui appartient désormais. Johann ne comprend pas ce que cela signifie. Cet homme est Kagal, le plus grand assassin de l'Empire et le maître empoisonneur de la guilde Nazo. Il a perfectionné son art de l'épée à travers d'innombrables meurtres, devenant connu comme le serpent venimeux. Mais Kagal avait un problème. Il ne trouvait pas de successeur pour hériter de sa technique. Il a cherché partout, mais n'a trouvé que des personnes incapables de lui succéder. Quelques-uns ont montré du potentiel, mais ont finalement été vaincus. L'un d'eux refusa d'apprendre les compétences d'un assassin, préférant la mort plutôt que de souiller son honneur. Kagal exauça son vœu. Plus de 30 héritiers de familles de chevaliers sont morts de sa main. Impatient, il rendit visite à la sorcière de l'Empire. Une voix l'appelle le serpent venimeux, celui qui offre une mort paisible à tous. La sorcière révèle que le disciple qu'il cherche réside au château d'It, l'un des fils de ce seigneur. Kagal se demande si son successeur pourrait vraiment se trouver dans un endroit aussi oublié. La sorcière lui propose de le rembourser si la prophétie échoue. Il accepte le marché, décidant de lui faire confiance. Kagal voulait croire, il avait perdu trop d'années et le temps lui manquait, pourtant le doute l'accompagna en entrant dans le domaine d'It. En regardant le château, il décida de tuer le garçon s'il ne lui plaisait pas. De retour au présent, Kagal se présente comme le maître de la guilde Nazo et dit que Johann deviendra son successeur. Il lui donne le choix, mourir par son épée ou apprendre son art de l'épée. Ce sont les seules voies possibles. Johann est sans voix face à cette proposition. Alors Johann crie, demandant combien il doit payer pour apprendre. Kagal répond qu'il n'accepte pas d'argent, surprenant Johann. Il réalise qu'un maître de guilde doté d'un talent incroyable va lui enseigner gratuitement. Johann attrape Kagal, disant qu'il a attendu toute sa vie quelqu'un comme lui. Mais Kagal lui rappelle que son art de l'épée est celui d'un assassin. Il l'avertit que le simple fait d'apprendre cette technique fera de lui une honte pour toute famille de chevaliers. Johann hurle qu'il se fiche de l'honneur ou de la honte et supplie qu'on lui enseigne. Kagal accepte, notant que c'est une première pour lui de voir ce genre de gamin. Johann s'adresse à lui en l'appelant maître. Il demande alors s'il aura une allocation puisque Kagal a mentionné avoir beaucoup d'argent. Kagal le dévisage, concluant que ce gamin est vraiment incroyable. La scène change pour le château des Hetz. Josan Hetz, monté sur son cheval, annonce que l'inspection est terminée et qu'il sera absent un moment. Philippe lui dit au revoir et promet de veiller sur le château. Madame Hetz déclare alors que peu importe ses efforts, ce château sera à elle. Philippe la traite d'idiote et affirme qu'il sera le prochain seigneur du château. Gisant se détourne en disant qu'il en a assez d'eux et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À l'intérieur du château, Philippe informe son père que Johann n'est pas encore revenu et demande ce qu'ils doivent faire.
Philippe regarde son père, mais Gisant lui ordonne de ne pas perdre de temps avec ce gamin. Sa mort ne les concerne pas. Philippe s'excuse auprès de son père. Il se détourne, se demandant où est Johan et ce qu'il fait. Pendant ce temps, dans la forêt près du château, Cagal dit qu'il va vérifier les compétences de Johan. Johan demande à emprunter une épée, expliquant qu'il les brise souvent. Cagal lui en tend une. Cagal l'observe, trouvant le garçon imprudent et détestant tout en lui. Il dégaine sa propre épée, envisage de le tuer sur le champ, et lui demande s'il est prêt. Johan répond oui, l'épée à la main. Maître et apprenti s'affrontent dans la forêt. Cagal remet en question la posture de Johan et décide que lui aussi doit mourir. Johan demande s'il doit utiliser l'art de l'épée ou s'il peut se battre comme il le souhaite. Cagal lui dit de faire comme il préfère. Cagal l'autorise à se battre avec n'importe quoi, poing, pierre ou lame. Johan serre fermement l'épée. Il déchaîne une puissance écrasante. Cagal l'observe au milieu des fragments qui volent en éclats. À ce moment-là, il comprit enfin. Tous ses doutes étaient complètement infondés. Les yeux de Cagal s'écarquillent devant la révélation. Ce garçon était monstrueusement fort. Johan charge avec un coup de poing qui crée une immense pression d'air, surprenant Cagal. Cagal réalise que si ce coup de poing l'atteint, ses poumons et ses muscles seront écrasés. C'est comme s'il ne combattait pas un humain, mais un lion. Plus tard, la main de Cagal repose sur la garde de son arme. La scène montre un combat intense où son maître se déplace de manière imprévisible. Johan s'interroge sur son schéma de mouvement, ne sachant pas si l'attaque viendra d'en haut ou d'en bas. Puis la lame du maître le frappe en plein visage. Il est projeté au sol par l'impact. Son maître recule de quelques pas, l'observant étendu au sol. Il commente qu'il l'a frappé avec le plat de la lame, et pourtant Johan ne s'est pas évanoui. Il le trouve ridicule. Le maître affirme que s'il était né il y a 1000 ans, il aurait été qualifié de héros légendaire. Johan le remercie, mais Cagal l'interrompt pour dire qu'il y a une faiblesse critique. À ce rythme, il mourra quoi qu'il arrive. Allongé, Johan demande ce qu'il veut dire par là. Le maître explique que Johan ne peut pas contrôler sa force et que cela le tuera. Johan rétorque que ce n'est pas comme s'il s'attaquait lui-même. Cagal se prépare pour le prochain coup. Il le met au défi de l'attaquer à nouveau s'il est si confiant. Il propose que si Johan peut briser son épée au lieu de la sienne, il lui donnera de l'or. Le jeune homme charge en lui criant de tenir sa promesse. Il frappe de toutes ses forces. Les deux lames s'entrechoquent avec un grand impact, mais l'épée de Johan se brise en morceaux. La force du recul le pousse en arrière. En arrière. Johan réalise que la situation est exactement la même que lors du combat contre son père. Son maître lui demande s'il comprend maintenant, déclarant qu'il a perdu à cause de sa propre force. Il l'avertit d'apprendre à contrôler son pouvoir, sinon il mourra. Johan retire un fragment de ses vêtements et demande s'il l'a lancé là exprès. Exprès. Johan affirme qu'il comprend maintenant. Il apprendra à contrôler sa force pour survivre, car il est le futur capitaine de Helitsgard. Son maître explique que s'il sait comment contenir son pouvoir, quelque chose comme ça est possible. Puis Cagal attaque en utilisant le fourreau de l'épée pour faire une démonstration. Le fourreau tranche son armure avec facilité. Johan est perplexe, réalisant que son armure a été coupée par un simple fourreau. Le maître demande s'il a vu, expliquant qu'avec le contrôle, il est possible de tout couper même sans épée. Il dit qu'il ne peut imaginer à quel point Johan deviendra puissant une fois qu'il aura appris à contrôler son pouvoir. Johan écoute attentivement. Cagal déclare que l'entraînement va commencer, prévenant que ce sera difficile et qu'il pourrait même y mourir. Il demande si le jeune homme est prêt. Avec un sourire, Johan crie que oui. La scène change pour un village avec un château au loin. Johan marche dans les rues du village. Après un moment, il apparaît avec le visage tuméfié. Il se dit qu'il apprend enfin à se retenir, mais se demande quand il apprendra le véritable maniement de l'épée. Johan se retourne à un bruit, se demandant ce que c'est. Il aperçoit un groupe de soldats et se demande si ce sont des elfes. En s'approchant, il leur demande qui ils sont, mais l'un d'eux lui ordonne de quitter immédiatement une zone réglementée. Johan pointe l'elfe du doigt, lui demandant qui il est pour donner des ordres. Le soldat demande pour qui Johan se prend. Il se présente comme un membre des loups des Hakatans, les mercenaires d'élite de l'Empire. Le jeune homme s'enthousiasme en entendant qu'ils sont mercenaires et demande quelle est leur paie. Deux d'entre eux répondent. Ils reçoivent 2 pièces d'or pour une seule mission, une valeur incomparable au salaire d'un capitaine de la garde. Un elfe commente que c'est la compétence qui compte, et Johan est d'accord. Johan pense qu'il n'a jamais vu de pièces d'or et envisage de changer de carrière. Alors qu'ils discutent, une silhouette imposante s'approche par derrière. Un guerrier en armure complète s'arrête devant lui. Johan sent une présence écrasante et porte instinctivement la main à son épée. Il s'apprête à dégainer son arme, puis il s'arrête en sueur, se demandant pourquoi il a essayé de sortir son épée. Un elfe pointe son épée sur Johan, l'accusant de manque de respect pour avoir tenté de dégainer son arme devant Sir Karamov. D'un geste, le guerrier l'interrompt en disant que ce n'est rien. Monté sur son cheval, il demande qui est Johan. Johan reste silencieux un instant. Entouré par les épées des autres soldats, il se présente comme Johan de la maison Hetz. Le guerrier porte la main à son casque. Il l'enlève, révélant qu'il est Karamov, un chevalier de la garde impériale du Saint-Empire. Johan réalise qu'il a instinctivement posé sa main sur son épée. Il n'a jamais ressenti ça auparavant,
même pas face au loup noir ou quand son père a tenté de le tuer. Son intention meurtrière est suffocante. C'est comme être une proie placée devant un prédateur impitoyable. Karamov lui ordonne simplement de s'écarter du chemin. Il reste paralysé sous la pression. Finalement, il parvient à s'écarter. Les elfes commentent à quel point Johann a l'air effrayé. Alors qu'ils partent, l'un d'eux l'avertit de faire attention la prochaine fois, s'il y en a une. Une chevalière en formation, Jane, demande à Sir Karamov s'il est acceptable de le laisser là. Karamov répond qu'il ne veut pas causer de problème un jour comme celui-ci. Il ajoute, pas encore, alors que Johann regarde le groupe entrer par la porte. Seul, il se demande pourquoi un chevalier de l'empereur serait là. Un homme court, en apprenant que Sir Karamov est arrivé. Philippe se précipite dans les couloirs. Pourquoi une personne aussi importante viendrait-elle ici? À bout de souffle, il se présente comme le prochain seigneur Etz et demande la raison de sa visite. Madame Etz l'interrompt. Elle fait l'éloge de Karamov et présente son fils, John, comme le véritable futur seigneur. Elle continue, disant que si elle avait connu son existence, elle se serait mariée plus tard. Elle l'invite à entrer dans le château. Karamov l'ignore et continue de marcher. La madame l'appelle sans recevoir de réponse. Il pose son homme sur le côté. Assis sur un trône, Karamov demande où est Gessen. La famille Hitz observe d'en bas. Philippe le réprimande. C'est inconvenant de s'adresser au seigneur Gessen de cette manière, mais madame Hitz proteste. En tant que plus grand chevalier de l'Empire, il peut faire ce qui lui plaît. Elle s'occupera de la réception. Philippe serre les poings. Elle essaie d'utiliser cette opportunité pour promouvoir son fils comme prochain seigneur. Karimov saisit la poignée de son épée et crie au silence. Il ordonne à tout le monde de sortir et demande de l'alcool. Tenant son arme, il déclare qu'il attendra l'arrivée de Gazon à l'intérieur du château. Pendant la nuit, Johann s'entraîne avec son maître, parant les coups. Il est distrait, se souvenant de l'arrivée de Karamov. Kagal le gronde et lui lance des poignards, lui disant de se concentrer. Le jeune homme esquive les attaques avec son épée, mais une lame lui effleure le cou. Son maître l'avertit. Il serait mort si les poignards étaient empoisonnés. Pourquoi ne se concentre-t-il pas? Johann explique. Les chevaliers de l'empereur sont arrivés au village. Quelque chose ne va pas. Il continue. C'est le territoire de la famille Haï. Il ne devrait pas être autorisé à fermer les portes et à contrôler l'entrée comme ça. Kagal demande ce qu'il peut y faire, que ce soit suspect ou non. Il décrit Karamov, le chevalier direct de l'empereur, le plus puissant guerrier du continent portant une armure légendaire. Johann demande si Karamov est plus fort que lui. Le maître reste silencieux un instant, puis il parle. S'il devait affronter Karamov, il fuirait sans hésitation. Kagal s'interrompt et lui dit de se taire. Kagal crie que c'est un idiot. Il devrait connaître sa place. Il ne peut même pas contrôler sa propre force. Johann ferme juste les yeux un instant, puis il se lève, épée en main, et déclare qu'il le fera. Son maître soupire et l'appelle au combat. Les deux se chargent l'un l'autre à grande vitesse. Johann est touché par le fourreau, mais crie de continuer. Il est frappé à nouveau et insiste pour qu'il réessaie. Même frappé à plusieurs reprises, il n'abandonne pas. Kagal lui crie aussi d'avancer à nouveau. Le jeune homme se demande pourquoi ça ne marche pas. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne peut pas couper un simple fourreau. Puis il se souvient de l'enseignement sur le flux de la force. Il ne doit pas seulement balancer l'épée, mais concentrer la puissance à sa pointe. En balançant l'arme, Johann a lentement commencé à comprendre ce que signifiait contrôler sa force. Kagal remarque que le son sourd de son épée devient plus aigu. Johann croise son épée avec le fourreau de son maître dans un coup puissant. Il réalise quelque chose. S'il combine tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, avec la bonne dose de force, il peut y arriver. Kagal sent que la prochaine attaque sera dangereuse. Puis il attaque avec un mouvement rapide et précis. Sa lame fend l'air, et il parvient à couper la pointe du fourreau de Kagal. Johann célèbre l'exploit avec enthousiasme. Il crie qu'il l'a fait et comprend maintenant la sensation, disant que ce n'était pas si difficile. Kagal se contente de regarder, pensant que ce devait être de la chance. Le maître l'appelle alors par son nom, et il répond promptement. Kagal dégaine son épée. Il prévient que cette fois, il ne se retiendra pas. Johann avance à nouveau de toutes ses forces. L'impact du coup projette Kagal en arrière. Johann saute de joie, célébrant une autre victoire. Kagal se demande quel genre de garçon il est. Il est stupéfait. Johann peut utiliser la technique secrète de l'épée, la langue du serpent, bien qu'on lui ait seulement appris à contrôler sa force. Johann a parfaitement assimilé la technique après l'avoir vue brièvement le premier jour de leur rencontre, et maintenant il l'utilise plus parfaitement que le maître lui-même. Kagal reste silencieux un instant. L'expérience du vieil assassin lui dit quelque chose. À moins d'un miracle, Johann est déjà devenu quelqu'un qu'il ne peut pas vaincre. Kagal, maître de la plus puissante guilde d'assassins de l'Empire, Poison de Nazo, murmure doucement. Il traite Johann de garçon absurde pendant que le jeune homme célèbre l'apprentissage de la technique. Cette nuit-là, Kagal annonce que ses enseignements sont terminés. Il partira à l'aube. Johann remet en question la décision, mais son maître déclare qu'il a déjà tout ce qu'il faut. Il l'admet. En moins d'une semaine, Johann est devenu plus fort que lui. Kagal se dit satisfait que son art de l'épée ne disparaisse pas et lui conseille de vivre comme il le souhaite. Il dit que Johann a travaillé dur jusqu'à présent.
Assis autour d'un feu de camp, Johann demande la raison de son départ. Il répond que c'est juste sa façon de faire. Alors Johann le questionne sur le loup noir. Cagal confirme que c'est un signe sinistre. Johann dit qu'il a trouvé le loup noir récemment. Il a rêvé que sa tête était coupée, alors il a pensé que son maître était le présage. Cagal répond que s'il l'avait tué, cela aurait été le signe. Le malheur n'a pas de forme fixe. Il dit alors qu'il va lui donner un conseil avant de partir. Le premier conseil est de trouver une arme adaptée à sa force. Il faudrait qu'elle soit en danastyle pour résister à sa puissance. Le danastyle est un métal légendaire imprégné de magie. Sa méthode de création a été perdue. On ne peut l'extraire que dans des ruines antiques, ce qui rend les armes qui en sont faites extrêmement rares. Johann demande pourquoi le recommander s'il n'a pas les moyens. Cagal répond que c'était juste pour qu'il sache quoi chercher. Cagal le met en garde. S'il voit un jour quelqu'un utiliser une arme en danastyle, même de loin, il doit courir sans se retourner. Il le prévient que s'il ne connaît pas ses limites, il ne vivra pas longtemps. Johann accepte de s'en souvenir. Le maître se lève pour partir. Johann demande s'il s'en va déjà. Cagal lui conseille de ne pas combattre les adversaires qu'il ne peut pas vaincre et d'utiliser tous les moyens nécessaires pour tuer si besoin. Il déclare que si Johann suit cette règle, il ne mourra probablement pas et comme dernier conseil, lui demande de ne pas mourir. Johann regarde son maître s'éloigner dans la forêt sombre, se souvenant de ses paroles sur la fuite ou le meurtre, et enfin, qu'il doit toujours survivre. Johann promet qu'il se souviendra de ces mots. Pendant ce temps, au château des Etz, Madame Etz demande à Karamov si l'alcool lui plaît. Il répond que la boisson a un goût d'urine pourrie et lui ordonne de l'emporter. Elle brise alors la bouteille avec son éventail. Elle commente que c'était une boisson chère qu'il n'aimait pas. Madame Etz déclare que la seule meilleure boisson se trouve dans la chambre du seigneur Jezan. Elle suggère qu'il s'installe dans une chambre plus confortable, car il doit être fatigué du voyage. Elle continue en disant que la chambre du seigneur Gazan est très confortable. Il ne sera pas déçu. Puis elle suggère qu'ils pourraient s'amuser tous les deux. Karamov lui ordonne simplement de disparaître. Madame Etz insiste, le seigneur Gazan arrivera tard et ils n'ont pas beaucoup de temps. L'expression de Karamov change. Il déclare qu'il en avait marre de ça. Il va s'amuser. Un cri résonne dans la pièce. Karamov tient la madame par le cou, parlant du divertissement connu sous le nom de massacre. Philippe regarde à travers une fente dans la porte et est terrifié par la scène. En revenant, Johann s'arrête au sommet d'une colline. Il regarde devant lui et se demande ce que c'est. Le village et le château sont en flammes. Il se demande pourquoi tout brûle. Jaysen Etz chevauche avec ses hommes et se demande pourquoi de la fumée s'élève de sa propriété. Un de ses hommes prévient que le feu semble important. Il devrait rentrer immédiatement. Alors le cheval s'élance à toute vitesse. Il arrive aux portes de sa propriété. Les gardes se moquent de sa lenteur et le pressent d'entrer. Ils le préviennent que Sir Karimov n'est pas une personne très patiente. Jaysen fait face à la scène qui se déroule devant lui. La cour est jonchée des corps de ses hommes et de ses serviteurs. Leurs visages sans vie sont éparpillés sur le sol. Il lève alors les yeux vers la silhouette en face de lui. Une personne en armure s'avance. Sir Karamov le salue en lui disant qu'il est en retard. Jaysen se demande ce qu'il fait alors que sa main se pose sur le manche de sa hache. Il dégaine son arme et exige de savoir ce que Karamov croit faire. Karamov l'accuse de haute trahison et de tentative d'assassinat de l'empereur. Il annonce que la maison Hitz sera éradiquée par décret. Jaysen Hitz crie que c'est une purge. Il l'accuse faussement uniquement pour l'exécuter. Il s'avance alors contre Karamov, déclarant qu'il ne le laissera pas faire ce qu'il veut. Sir Karamov ordonne simplement de sonner la trompette et donne l'ordre de récupérer le sceau de la famille Hitz et de purger tout le monde sur le territoire. Un soldat porte la trompette à sa bouche alors que l'ordre final est donné de rayer cette terre de la carte. L'armée impériale avance en criant. Au milieu du village en flammes, un soldat s'approche d'un villageois blessé. L'homme agenouillé au sol le traite de salaud cruel. Le soldat demande alors si c'est si difficile de dire où se cache le fils du porc. Il décide de l'envoyer à son dieu. Mais au moment où il attaque, Johann Etz apparaît pour bloquer le coup. Le jeune homme tranche le soldat avec son épée. Le villageois regarde le sang gicler. Il lève les yeux et reconnaît son sauveur, le seigneur Johann. Johann l'aide à se relever et lui demande ce qui se passe. L'homme répond que les troupes impériales tuent tous les villageois qu'elle voit. Le père Valbert ajoute alors qu'il est possible que le seigneur Jaysen ait déjà été tué lui aussi. Johann Etz reçoit la nouvelle concernant son père. Le père Valbert ajoute qu'il brûle tout le village pour tout exterminer. Le jeune homme réalise qu'il doit retourner au château. Puis il entend une voix familière à proximité. Il se retourne et marche vers le son pendant que Valbert l'appelle. Johann trouve la petite Delle par terre et lui demande si c'est elle. Il dit à l'enfant qu'elle est en sécurité maintenant et l'appelle près de lui. Soudain, il perçoit un danger imminent. Delle pointe derrière lui, bégayant que son père a été touché. Johann se retourne pour regarder. Le père qui protégeait et souriait autrefois à sa fille est maintenant tombé au sol, sans vie. Johann voit les corps d'autres villageois autour de lui. La famille qu'il avait autrefois salué joyeusement est maintenant morte sur le sol. Les hommes avec qui il a bu et ri ont également été tués. Il grince des dents. Delle s'accroche à sa cape. Johann dit à Delle qu'il est dangereux d'être seul et de rester avec le père Valbert. La fille accepte. Puis il se retourne et marche vers les flammes pendant que Valbert lui demande où il va. Valbert, tenant Delle,
crie qu'il ne doit pas y aller et qu'il doit fuir. Johann s'arrête de marcher en entendant son nom. Il lève les yeux vers un étendard impérial avec une tête empalée au sommet. C'est la tête de son père, Gézan. Une pancarte en bois annonce le duc Gézin Hetz. Hitz a été exécuté pour trahison envers l'empereur. Elle prévient que quiconque prendra son corps sera puni pour le même crime. Signé par Karamov. Un soldat à proximité le reconnaît. Il demande s'il n'est pas le fils du bâtard. L'homme se moque, pensant qu'il s'était enfui. Il demande s'il est revenu pour mourir. Johann dégaine son épée d'un mouvement rapide. Il tranche le mât de l'étendard, qui tombe au sol et est piétiné. Le soldat crie aux autres de ne pas rester là et de le tuer maintenant. Johann les dévisage, puis il s'avance et abat les soldats. Le dernier soldat tombe au sol. Johann se tient seul au milieu de la destruction de son village. Il se demande pourquoi il fait ça et pourquoi il retourne au château. Il se souvient de l'avertissement du père Valbert de fuir, admettant qu'il devrait être en train de courir. Retourner au château pour affronter Karamov signifierait simplement mourir pour rien. Soudain, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il trouve Philippe blessé parmi les corps d'autres chevaliers. Philippe le reconnaît et dit qu'il est vivant. Philippe lui demande pourquoi il est revenu. Il l'avertit de partir car il mourra s'il reste. Philippe retire alors son aume, disant qu'il voulait le lui donner quand Johann deviendrait seigneur. Johann tient le aume dans ses mains. Il grince des dents. Un souvenir de son maître lui apprenant à comprendre la différence de niveau de compétence lui revient à l'esprit. Il lui a aussi conseillé de fuir si ça devenait dangereux. Même avec l'avertissement que l'adversaire était un chevalier de l'empereur, Johann se décide. Il se souvient des mots de son maître, « Si tu dois te battre, tu dois tuer ». Johann met le aume, déclarant que le moment est venu. Il se lève alors. Le jeune homme franchit les portes du château. Il fait face à un groupe de soldats impériaux. Les soldats se demandent comment il est entré et où sont les gardes. Johann serre le poing et appelle Karamov. Il s'avance contre les hommes en criant aux salauds de sortir. Le jeune homme marche d'un pas ferme sur le sol en pierre. Il se tient immobile dans son armure complète. Du sang goutte de son épée. Sir Karamov apparaît enfin, commentant que le fils fugitif des Hetz a survécu. Il le reconnaît comme étant Johann Hetz, l'homme qui se trouvait devant le château plus tôt. Johann déclare qu'il n'est pas d'humeur à échanger les noms. Johann dit simplement à Karamov de le considérer comme un homme très en colère. Karamov dit à Johann qu'il aurait dû continuer à fuir pour vivre, devinant qu'il ne se soucie pas de sa propre vie. Karamov accepte alors la confrontation imminente. Son épée à la main, il met Johann au défi d'attaquer s'il veut mourir. Johann répond que ce n'était pas la peine de le dire. C'était exactement ce qu'il avait l'intention de faire de toute façon. Johann s'avance. Son épée s'entrechoque avec celle de Karamov au milieu des flammes. Leurs lames se pressent l'une contre l'autre. Johann tente un coup de côté, mais Karamov bloque l'attaque avec sa force. Les épées glissent l'une contre l'autre. Karamov le désarme alors d'un coup puissant. L'épée de Johann s'envole et il saute en arrière. Il atterrit et se prépare à nouveau. Karamov dit que c'est amusant. Les épées de Johann se brisent à plusieurs reprises en de multiples morceaux. Les lames flottent dans l'air autour de lui. Johann observe les fragments d'armes. Karamov s'avance et attaque avec son épée. Le coup descend en un large arc. Un pilier de pierre est coupé en deux. Karamov trouve la situation intéressante. Il commente que Johann est bien plus fort que Brie ne l'a jamais été. Puis Karamov aperçoit un de ses soldats. Il arrache la tête de l'homme et la jette, déclarant que c'est vraiment amusant. Il exige que le bâtard des Hetz le divertisse davantage. Johann se reprend et bloque la prochaine attaque. Sa parade fissure l'armure de Karamov. Il saisit l'occasion pour contre-attaquer. Sa lame tranche le bras de Karamov. Karamov recule de quelques pas. Les deux se font face à distance. Karamov regarde son bras, se demandant comment Johann a réussi à couper son armure en acier d'Ani. Karamov observe les dégâts sur son gantelet. Johann resserre sa prise sur la garde de son épée. Karamov juge impossible qu'un humain endommage l'acier d'Ani et s'interroge sur son identité. Puis le jeune homme lève à nouveau son épée pour attaquer. Les lames s'entrechoquent violemment. Karamov est surpris par sa force, mais Johann poursuit son attaque avec un coup descendant. Karamov bloque l'attaque avec son épée. Il insiste avec un autre coup puissant. Karamov le juge comme une brute pleine de force qui ne fait que brandir l'épée sans technique. Il se prépare à contre-attaquer. Il dévie le coup de Johann sur le côté. Puis Karamov s'avance avec une estocade. Johann esquive vivement, confirmant qu'il ne peut pas se défendre contre cette simple attaque. Karamov réalise que Johann se bat uniquement à l'instinct, sans technique, et se demande si Gézan ne lui a jamais appris à se battre. Il le considère comme un adversaire dangereux et décide qu'il doit mettre fin au combat rapidement. Karamov se prépare pour le prochain coup ample de Johann. Karamov part le coup de Johann, mais la lame s'enfonce profondément contre la sienne. À deux mains, Johann pousse l'épée en avant, mais Karamov parvient à dévier le coup. Le jeune homme le met au défi d'attaquer, déclarant que la tête de Karamov tombera. Karamov perçoit alors quelque chose d'inattendu dans le mouvement de Johann. Johann réussit à saisir la lame de Karamov à main nue. Une forme de serpent émerge de son bras. Il frappe alors le visage de Karamov d'un coup de poing direct. Le coup le projette en arrière avec force. L'impact du coup de poing détruit une partie de son armure. Karamov crache du sang. Son épée tombe et heurte le sol en pierre. Il recule, se tenant la bouche. Puis il reconnaît la technique comme l'escrime d'assassinat de Kagal.
Il réalise que Johannes cachait sa véritable capacité. Ses yeux s'écarquillent. Il se maudit d'avoir baissé sa garde. Son corps se penche en avant tandis que plus de sang sort de sa bouche. Une flaque se forme sur le sol. Il se redresse et fait face à Johan. Le jeune homme l'observe attentivement. Johan retire son casque puis demande pourquoi il a fait tout ça. Karamov répond que tout était pour sa majesté. Il explique que l'Empire est instable, alors sa majesté a tiré l'épée impériale pour y remédier. Il mentionne l'épée connue sous le nom de Mavkara. Karamov s'appuie sur son épée en toussant tandis que Johan se tient devant lui. Puis Karamov se met à rire et déclare qu'il est ému par Johannes. Il dit que pendant des décennies, il a combattu d'innombrables chevaliers mais n'a jamais trouvé quelqu'un d'aussi fort. Karamov l'invite à l'accompagner dans l'Empire. Il déclare que sa majesté a besoin de talents forts comme lui maintenant. Il promet l'or infini de l'Empire, la gloire et de vastes terres fertiles. L'empereur lui-même le nommera chevalier impérial. Il l'encourage à devenir l'épée de l'empereur. Johan reste silencieux devant l'offre d'or infini. Il détourne le visage. Il lève les yeux et dit que c'était la vie dont il rêvait un jour, mais que maintenant il ne ressent rien. Puis il refuse tout simplement. Karamov demande ce qu'il a dit. Johan lui reproche d'avoir tué sa famille ainsi que des serviteurs innocents qui n'avaient rien fait de mal. Karamov répète le mot serviteur, puis demande s'il rejette son offre à cause des serviteurs. Il grince des dents. Puis Karamov hurle en demandant qui se soucie de leur mort et les traite d'insectes. Karamov déclare que les forts boivent le sang des faibles et que c'est la loi du monde. Johan reste silencieux face à ces paroles. Il serre le poing et s'excuse auprès de son maître, disant qu'il ne peut pas contrôler sa force. Le jeune homme s'avance alors et lui frappe le visage d'un coup de poing. L'impact du coup frappe la tête de Karamov. Johan garde le poing serré. Il attaque à nouveau, criant que c'est pour l'empereur. Le deuxième coup de poing frappe le côté de la tête de Karamov. Il poursuit son attaque, hurlant sur ses vies sans valeur. L'œil de Karamov reflète le coup qui approche. Johan hurle, lui demandant ce qui lui fait croire qu'il est si exceptionnel. Il exige alors de savoir qui lui a donné le droit de juger qui vit et qui meurt. Johan assène un dernier coup de poing au visage de Karamov. Son œil s'écarquille sous l'impact du coup. Du sang gicle de son visage. Sa main a des soubresauts sur le sol. Johan abaisse son poing ensanglanté. Il se tient au-dessus du corps de Karimov, puis se retourne pour s'éloigner. Karimov le traite d'idiot. Il dit qu'il aurait dû accepter son offre. Et maintenant, il est trop tard. Car celui qui a brisé l'épée de l'empereur ne connaîtra désormais que la souffrance. Johan le fixe tandis que le doigt de Karamov retombe, sans vie. Son corps se dissout alors. Johan songe que pour survivre dans un monde qui accepte la mort, il ne pensait qu'à l'argent. Mais maintenant, il serre le poing. Tout le monde sur le territoire a été massacré, et sa famille et ses voisins ont été tués et brûlés. Même si le monde entier devient son ennemi, il marche parmi les corps car il n'a fait que ce qui devait être fait. Il ne regrettera jamais ce qu'il a fait, peu importe ce qu'ils disent, car c'est ainsi qu'il vit désormais. Les portes de la forteresse s'ouvrent en grinçant sous le ciel nocturne. Un garde dégage le chemin. Jane et sa suite d'elfes entrent dans la cour. Elle se tourne vers un soldat blessé, demandant une dernière fois si son rapport est vrai. Le soldat jure qu'il n'y a aucun mensonge dans ses paroles, la suppliant de le croire. Il raconte comment l'homme a pénétré la zone et a malmené chaque soldat. Puis, à main nue, a pris la tête de Sir Karamov. Le soldat conclut que c'est la dernière fois qu'ils ont vu Sir Karamov. Jane regarde les corps au sol et demande pourquoi son cadavre n'est pas là. Elle exige de savoir comment elle peut croire une telle histoire sans preuve. L'homme répond qu'il ne comprend pas non plus cette partie, mais qu'il l'a vu se produire. Un autre elfe s'approche, informant maître Jane que le groupe de poursuite est prêt. Elle confirme qu'elle sera bientôt là. Jane traverse la cour d'un pas décidé. Elle se tient devant ses troupes, puis donne l'ordre de le traquer et de le tuer. Jane annonce que la cible est Johannes. Johan court à travers la forêt alors que le soleil se couche. Elle l'accuse d'être un traître à sa lignée et le suspect du meurtre de Sir Karimov. Le jeune homme continue de fuir à travers les bois, portant Philippe sur ses épaules. Jane crie à ses hommes de le traquer, de le tuer si nécessaire, mais de le ramener. Des soldats l'encerclent dans la forêt sombre. Un elfe tombe sous son épée. Johan se fraye un chemin à travers les troupes. Le commandant prévient qu'il peut déchirer l'acier d'Anistel. Ne l'affrontez jamais seul. Considérez cela comme une chasse au dragon. Elle ordonne de fermer toutes les routes du territoire pour le poursuivre sans relâche jusqu'à ce qu'il cède. Ses soldats réagissent à la nouvelle de la mort de Sir Karimov. Jane maintient son regard fixe. Elle déclare qu'ils doivent lui ramener la tête de ce bâtard. Un souvenir de Philippe blessé refait surface, lui disant d'écouter attentivement. Il lui ordonne d'aller à son écurie, de prendre un cheval de guerre et de fuir, insistant sur le fait qu'il doit survivre à tout prix. Portant toujours Philippe, Johan atteint l'écurie, épuisé, pensant que c'était la fin. Il regarde par-dessus son épaule, haletant. Cacher le corps de Karamov n'a pas provoqué le chaos attendu. Le groupe de poursuite cesse de déplacer plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il décide de continuer à porter Philippe, utilisant l'armure comme bouclier jusqu'à ce qu'il les sème complètement. Il peine à se relever et se prépare à repartir. Il ouvre la porte de l'écurie. À l'intérieur, il reconnaît le cheval de guerre de Gézan. Johan remercie son frère. Il caresse le cheval, disant qu'avec son aide,
Il pourra peut-être se reposer un peu. Il décide de nommer l'animal. Le cheval le dévisage. Il le nomme Philippe. Un soldat elfe crie qu'il a vu le reflet du Danistel et ordonne de fouiller la zone. Il affirme que le bâtard est certainement proche. Un garde prétend avoir entendu des bruits de sabots. Johan surgit de la forêt à cheval, surprenant les soldats. Il s'agrippe au corps dans ses bras pendant qu'il charge. Un soldat l'identifie comme étant Johan et s'écrie qu'il s'échappe à cheval. Il chevauche rapidement dans l'obscurité de la forêt. Le commandant elfe ordonne à ses hommes de l'abattre. Ne le laissez pas s'échapper. Des soldats lui tirent dessus à l'arbalète. Des flèches frappent l'armure du corps que Johan utilise comme bouclier. Il disparaît parmi les arbres éclairés par la lune. Johan a chevauché toute la nuit, semant rapidement le groupe de poursuite. Il atteignit les profondeurs de la forêt noire. Il s'arrête, disant que même si Philippe était un homme tordu, le laisser sans sépulture lui semble mal. Johan regarde en arrière. Il remarque l'armure de Philippe commentant qu'elle a l'air chère. Il prend l'épée du corps. Johan l'examine, réalisant que la lame est légère, solide et faite d'acier d'Ani. Il la dégaine et inspecte les inscriptions. Il reconnaît une ancienne écriture impériale qui dit « Je suis celui qui reconquiert les blasons ». Il répète le nom, le reconquérant de blasons. Il se demande si cela fait référence à la reconquête des blasons familiaux, trouvant le nom de mauvais augure. Il décide de prendre l'épée et d'enterrer l'armure. C'est un gaspillage, mais il promet de revenir la chercher plus tard. La transporter ne l'aidera pas maintenant. Il commence à creuser une tombe. Il enfonce la pelle dans le sol. Après avoir enterré le corps et l'équipement, il se demande si c'est assez. L'image de Karamov, le chevalier de l'empereur, lui vient à l'esprit. Il sait qu'une fois la nouvelle répandue, l'Empire tout entier le traquera avec les chevaliers de Karamov en quête de vengeance. Sa menace, qu'il ne connaîtrait que la souffrance, résonne dans ses pensées. Il songe que sa vie n'était que souffrance bien avant qu'il ne la tue. La maison est brûlée et lui sent le sou, il se demande quoi faire maintenant et décide de se reposer. Soudain, il entend un grognement dans l'obscurité et se retourne. Un loup noir géant apparaît devant Johannitz. Il fait face à la créature. Le jeune homme se tient là, épuisé, déplorant l'arrivée de l'animal alors qu'il est complètement vidé de ses forces. Il sait qu'il n'a aucune chance dans cet état. Il peut à peine tenir son épée. Son seul espoir est d'atteindre le cheval et de s'enfuir. Mais une voix à proximité crie qu'ils ont trouvé son cheval. Des soldats capturent le cheval de guerre, affirmant qu'il doit être proche. Johan reconnaît les loups des Aketen et réalise qu'ils l'ont rattrapé. Un elfe pointe dans sa direction en disant qu'il a entendu quelque chose venant de là. Le groupe de poursuite pointe des arbalètes dans l'obscurité. Il est acculé, un monstre devant, les poursuivant derrière. N'ayant nulle part où fuir, il se demande si c'est la fin. Puis le loup bondit par-dessus lui. Il attaque les soldats elfes par derrière. Le loup noir massacre les elfes. Un soldat crie à l'aide alors que la créature le déchiquette. Johan regarde, se demandant pourquoi le monstre l'a manqué. Il réalise que l'animal est en train de lui ouvrir un chemin. C'est sa chance. Sachant qu'il mourra s'il ne bouge pas, il se prépare à courir. Il serre les dents et fonce. Le jeune homme court vers son cheval. Il monte en selle. Il claque les rênes et part à toute vitesse. Il s'éloigne au galop. Des images de son enfance lui reviennent en mémoire. Le prêtre lui apprenant à écrire. Le temps passé avec son frère. Johan continue de chevaucher. Il se souvient de sa jeunesse et de son entraînement. Il se souvient des villageois massacrés alors qu'il fuit sa terre natale. Le souvenir de son frère lui tendant le haume avant de mourir refait surface. Il laisse derrière lui les ruines de sa maison, le village des Hits. Le corps sans vie d'un soldat elfe gît sur le sol. Le loup noir monte la garde près des soldats qu'il a tués. La créature regarde Johan disparaître à l'horizon. Des soldats patrouillent sur un chemin de terre. Des colonnes de fumée s'élèvent au loin. Caché dans les buissons, Johan réalise que sa voie de fuite a disparu. Elle est complètement bloquée par un poste de contrôle. Il s'affaisse contre son cheval, complètement épuisé. Il n'a pas mangé ni dormi correctement depuis sa fuite. Pendant 3 jours consécutifs, le jeune homme a été chassé sans pitié par les soldats des Aketen. Johan a perdu le compte du nombre de fois où il a failli mourir en se défendant contre des attaques de groupe. Il a atteint sa limite. Il a à peine la force de soulever sa propre épée. Au loin, d'autres gardes bloquent la seule sortie. Il n'a plus nulle part où aller. Accroupi, il continue d'observer les soldats qui se déplacent le long du chemin. Soudain, une caravane de marchands avec une escorte armée apparaît sur la route. Une idée lui vient. Johan décide de se déguiser en marchand. Il utilisera le groupe pour passer le poste de contrôle sans éveiller les soupçons. À la caravane, un homme s'adresse à Messire Eldan de la compagnie commerciale Katana. Eldan demande ce qu'il y a. Le mercenaire à côté de lui pointe nerveusement la route. Un cavalier lourdement armé apparaît devant eux. Khan, le chef des mercenaires, suggère qu'il se prépare au combat. Le mercenaire Ganson demande pourquoi il s'inquiète tant pour un seul chevalier. Goran lui dit de regarder attentivement. L'homme porte une armure de plate complète et monte un cheval de guerre. De plus, il porte un homme de plate et un plastron en métal. Khan attrape la tête de Ganson, lui ordonnant de regarder l'épée à la taille du chevalier. La poignée de l'arme révèle qu'elle a été forgée en acier danois. Elle pourrait trancher leur armure facilement. Le jeune mercenaire doute encore qu'ils puissent perdre puisqu'ils sont 9. Un des hommes le pousse sur le côté,
agacé de ne pas pouvoir réfléchir avec lui dans les parages. Un autre mercenaire le frappe sur la tête, lui disant de la fermer s'il n'y connaît rien. Eldan ordonne à Goran et Khan de préparer tout le monde à attaquer au moindre mouvement suspect. Il annonce qu'il va d'abord vérifier la situation. Ils devront tous attaquer à son signal. Les deux mercenaires confirment l'ordre. Puis, Eldan descend du chariot et s'approche du chevalier. Pendant qu'il marche, Khan ordonne à ses hommes de faire tomber la cible de son cheval dès que le combat commencera. Le marchand se présente comme Eldan de la compagnie Katana. Il demande le nom du chevalier pour éviter tout malentendu. Johan, dissimulé sous son aume, est surpris de voir que c'est un homme-chat. Eldan observe ses mercenaires prêts au combat. Johan sent la méfiance. Il décide qu'il doit amener l'homme-chat à baisser sa garde. Il se présente donc comme Johan et explique que son apparence est due à une attaque de bandits. Il demande à Eldan de dire à ses hommes de ne pas l'attaquer. Le marchand s'excuse. Il se justifie en disant qu'en tant que vendeur, il doit toujours être préparé au pire. Johan dit qu'il comprend la situation. Il demande alors s'il peut voyager avec le groupe car il a perdu tout son argent dans l'attaque. En échange d'un peu de nourriture et d'un endroit pour dormir, il propose d'aider à protéger la caravane. Eldan évalue la proposition et accepte finalement l'accord. Il l'informe qu'ils sont en route pour Marseille et suggère à Johan de faire connaissance avec les mercenaires. Le jeune homme le remercie, bien qu'il ne sache pas où se trouve la destination. En s'éloignant, il explique à ses hommes que Johan n'est qu'un vagabond, mais qu'ils doivent le garder à l'œil. Et si quelque chose arrive, il leur ordonne de ne pas hésiter à le tuer. Les mercenaires confirment l'ordre. Maintenant, Johan n'a plus qu'à se soucier de passer le poste de contrôle. La caravane reprend alors son voyage le long de la route. Un des soldats au poste de contrôle alerte les autres que des gens approchent. Les loups d'Eaketen ordonnent alors à la caravane de s'arrêter pour une brève inspection. Johan atteint enfin son obstacle, espérant passer inaperçu. Eldan s'avance et se présente, demandant à parler directement au responsable. Le garde reconnaît la compagnie commerciale Ketna, dont le siège principal est à Marseille. Il salue le marchand et explique qu'ils ne font que suivre les ordres pour rechercher un commerçant fugitif. Johan comprend que le point de contrôle a été mis en place spécialement pour le capturer. L'un des soldats s'approche de lui et exige qu'il retire son aume pour montrer son visage. Il invente une excuse en disant qu'il a une maladie de peau. Les gardes se moquent de lui et insistent pour qu'il montre quand même son visage. Le chef du groupe demande si le chevalier cache quelque chose. Les deux se dévisagent alors dans un moment de tension. Johan se prépare au pire et pose sa main sur la garde de son épée. Cependant, la discussion est interrompue par une voix. Eldan crie sur les soldats, leur demandant s'il ose soupçonner sa compagnie et exigeant de voir le commandant. Il menace ensuite le garde, disant que s'il y a d'autres interférences, il déposera une plainte directement auprès du capitaine. Il précise que la plainte sera déposée personnellement à la succursale de Marseille. Le garde cède alors et ordonne à ses hommes de leur dégager le passage. Les autres soldats montrent leur frustration face à la décision de leur supérieur. Le chef du groupe s'approche de Johan et lui dit qu'il a eu de la chance. La caravane passe enfin le point de contrôle et continue sa route. Le jeune chevalier se retourne une dernière fois. Les soldats regardent simplement le groupe s'éloigner sur la route. Au crépuscule, les mercenaires sont rassemblés autour du feu de camp pour organiser les tours de garde. Dans sa tente, Eldan vérifie un parchemin. Il s'approche ensuite de Johan et le congédie pour qu'il aille dormir. Comme il n'a aucune tâche, le jeune homme remercie l'un des mercenaires. Un sac de couchage est jeté par terre pour lui. Johan s'assoit, enfin prêt à se reposer. Il tombe ensuite dans un profond sommeil près du feu de camp. Un homme observe la pleine lune à travers les arbres. Un autre émerge de l'obscurité de la végétation. Il ordonne alors à tout le monde de se préparer. Le plan est de les encercler par la colline et d'attaquer tout le monde en même temps. Dans un rêve, le sergent Kim Yohan se souvient de ses jours à l'armée. Lors d'un exercice d'entraînement tactique, il a exécuté avec succès une stratégie de défense en profondeur contre une force ennemie supérieure. Ces remarquables prouesses tactiques sont devenues un brillant exemple pour ses compagnons d'armes. Le commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Kim Yebok, lui a décerné une médaille et une permission de 5 jours. Le jeune sergent salue son supérieur. Il se réjouit intérieurement, pensant que la vie militaire lui convient vraiment, mais la culture dépassée et l'écart de travail exténuant l'ont vite fait changer Davis. Le pire de tout était le salaire dérisoire. C'est ce qui l'a décidé à s'enfuir. Dans son cauchemar, il est ramené de force à la base. Johan se réveille en sursaut. Il se redresse. Réalisant que ce n'était qu'un rêve, il prend une profonde inspiration, se remettant encore de sa frayeur. Le rêve de l'armée a gâché son sommeil, et maintenant tout son corps lui fait mal. Il jette un coup d'œil sur le côté. La lune illumine toujours le camp. Soudain, une pluie de flèches commence à tomber. Johan se prépare à l'impact. D'un mouvement rapide comme l'éclair, il attrape une flèche à quelques centimètres de son visage. Il se rend compte que les soldats l'ont retrouvé. Agacé d'avoir été découvert, il se lève, décidant qu'il doit d'abord avertir les mercenaires. Il crie, alertant tout le monde de l'embuscade ennemie. Eldan et les autres sont réveillés en sursaut par l'avertissement soudain. La scène revient 5 minutes avant l'attaque. Khan se plaignait à Ganson, demandant pourquoi ils étaient les seuls à se tuer à la tâche pendant que le nouveau chevalier ne faisait rien. Il dit aux jeunes mercenaires de la fermer.
Le chef explique qu'ils ne peuvent pas confier le tour de garde à un étranger qui pourrait les tuer dans leur sommeil et voler leurs provisions. Il l'avertit que s'il continue à être aussi imprudent, il ne fera pas long feu dans ce métier. Khan se retourne pour continuer sa patrouille. Ganson révèle qu'il est devenu mercenaire pour vivre comme un vrai homme. Mais il se plaint que s'il avait su que les mercenaires de Goran étaient une bande de lâches, il ne les aurait jamais rejoints. Khan se retourne vers Ganson et lui demande ce qu'il vient de dire. Les deux mercenaires se fusillent du regard dans la forêt sombre. Soudain, le cri d'embuscade les interrompt. Les flèches commencent à pleuvoir rapidement. Khan pousse Ganson au sol, le protégeant de son propre corps. Lorsque le barrage de flèches s'arrête enfin, il lève la tête. Il ordonne à Ganson d'aller chercher les autres immédiatement, mais le jeune mercenaire détale dans la direction opposée. Quand le regarde s'enfuir jusqu'à ce que quelqu'un l'appelle. Goran accourt, soulagé de le trouver en vie, et l'avertit de l'attaque. Le mercenaire demande des nouvelles de Ganson, mais se concentre rapidement sur la sécurité des Eldins. Il rapporte que le marchand se cache sous le chariot, et qu'ils doivent se préparer à un combat. Johan s'approche et leur ordonne de former un périmètre défensif autour du chariot. Il explique qu'ils doivent se battre ensemble car ils ne savent pas d'où viendra l'attaque. Goran le questionne en lui demandant s'il se prend pour leur employeur. Khan dit à Johan qu'ils s'occuperont d'eux-mêmes. Le jeune homme devrait juste s'inquiéter de sa propre survie. Le chevalier est surpris par la réponse. Goran rallie alors les mercenaires, ordonnant à tout le monde de prendre leurs boucliers et de se préparer au combat. Johan s'approche de Khan, déclarant qu'il a déjà participé à des combats similaires et demandant un bouclier pour aider. Soudain, Eldan refuse la demande, disant qu'il n'y a pas assez de boucliers et qu'il devra se débrouiller seul. Il se détourne, réalisant que les mercenaires ne lui font pas confiance. Ses yeux s'écarquillent à l'approche de l'ennemi. Une bande massive de bandits émerge de l'obscurité de la forêt. Johan remarque que ce ne sont pas les loups des Aquitans, juste de simples voleurs. Khan crie à toutes les unités d'avancer. Les mercenaires chargent dans la forêt pour affronter l'ennemi. Laissé derrière, Johan se demande qui va protéger le chariot. Les mercenaires et les bandits s'affrontent avec intensité. Le chef des voleurs exhorte ses hommes à utiliser leur avantage numérique. Goran se défend, criant à ses camarades de tenir leur position. La retraite, c'est la mort. Un bandit assène un solide coup de poing au visage de Goran. Khan crie le nom de son capitaine. Le bandit lève sa dague sur Goran, prêt à l'achever. Johan serre le poing, décidant d'intervenir. D'un geste rapide, il tire son épée. Un voleur se retourne, surpris par l'action soudaine. Un autre bandit à proximité est également confus par ce qui se passe. Du sol, Goran observe la scène se dérouler. En un éclair, Johan tranche l'un des ennemis en deux. Le sang du bandit coule le long de la lame de son épée. Johan remarque que les runes sur l'arme absorbent le sang. L'un des bandits crie que l'ennemi a une épée démoniaque et qu'il ne peut être vaincu. Johan se présente comme Johan de la maison Yetz et exige de savoir qui ils sont pour l'attaquer. Khan et Goran sont stupéfaits de découvrir qu'il est un noble. Il n'a que légèrement modifié son vrai nom, dit à Yetz. Les bandits chuchotent entre eux, réalisant qu'ils sont dans de beaux draps pour avoir attaqué un noble d'une maison importante. Johan exige qu'ils répondent à sa question. Il pointe son épée vers le chef, leur demandant s'ils vont se rendre maintenant ou s'ils préfèrent trouver la mort par sa lame. Le noble les avertit de bien réfléchir à leur décision. Le chef des bandits respire simplement lourdement sans donner de réponse. Puis, l'un des voleurs jette son épée au sol. Bientôt, les autres font de même avec leurs armes. Les mains levées, le chef annonce finalement leur reddition. Johan rengaine son épée. Il se tourne vers Goron, lui ordonnant d'attacher les prisonniers et l'autorisant à tuer quiconque résisterait. Goron s'approche de Sir Eldan, lui demandant ce qu'ils doivent faire maintenant. Il craint que le noble ne lui en veuille pour la façon dont il l'a traité plus tôt, pensant qu'il n'était qu'un vagabond bien équipé. Mais Eldan le rassure, disant qu'il va s'occuper de la situation. Le fait qu'il l'ait laissé se joindre à eux au départ est une preuve de bonne volonté. Le marchand s'approche de Johan, commentant sa nuit difficile. Il le remercie d'avoir protégé la caravane, disant qu'il ne sait pas comment il pourra un jour lui rendre l'appareil. Johan pose une main sur son épaule, déclarant que le plus important est la sécurité de tous. L'homme-chat est surpris qu'il ne demande pas de compensation. Sur ce, le jeune noble s'éloigne, mais il se retourne et demande que la prochaine fois, on lui prête un bouclier. Eldan accepte immédiatement, promettant qu'il sera le premier à en avoir un. Johan mentionne alors son plan d'interroger les prisonniers et demande l'aide du mercenaire. Goran suggère que maintenant que son statut est connu, parler aux prisonniers de manière plus formelle mettrait tout le monde à l'aise. Un mercenaire pousse l'un des voleurs capturés vers l'avant. Il est rapidement forcé de s'agenouiller devant Johan. Le noble s'approche, lui demandant qui il est et pourquoi il les a attaqués. Le chef révèle qu'ils sont des soldats privés de la maison anéantie des Brie. Il y a des mois, la maison Brie a été soudainement attaquée sous l'accusation de trahison envers l'empereur. Les responsables du massacre de leur territoire étaient les loups des Akatan. Ils ont résisté désespérément, mais ont été vaincus et forcés de battre en retraite lorsque le noble bourreau s'est joint à la mêlée. Un mercenaire aux côtés de Johan confirme que c'était probablement lui, Karamov, le chien de chasse de l'empereur. Le chef des bandits s'incline, s'excusant d'avoir commis un crime capital. Il explique que l'armée impériale les a pourchassés comme des rebelles, et que les gens du Nord leur ont tourné le dos, les qualifiant de déserteurs.
Bien qu'il ne puisse justifier le banditisme, il devait faire quelque chose pour survivre. Johan demande s'il y avait un autre motif à l'attaque. L'homme le nie, affirmant que leur seule raison d'attaquer était la richesse évidente de la caravane. Eldan devient furieux, criant que les livraisons des compagnies commerciales sont basées sur la confiance. Johan demande à un mercenaire de le retenir, ordonnant à Sir Eldan de se calmer. Il réfléchit à la trahison envers l'empereur, se souvenant que Karamov avait dit que tout était pour lui. Finalement, il comprend la situation. Johan en conclut qu'il n'y a jamais eu de trahison. Ce n'était qu'un prétexte pour que l'empereur purge les nobles en utilisant Karamov. Johan maudit l'empereur, lui souhaitant la mort la plus horrible imaginable. Il réalise que les bandits sont dans une situation similaire à la sienne, eux aussi victimes des puissants. Pourtant, ils sont devenus des bandits, et le jeune noble ne sait pas trop comment s'occuper d'eux. Khan s'approche pour demander des ordres, proposant de leur soutirer plus d'informations par la force. Johan refuse, disant qu'ils savent déjà tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Soudain, Ganson revient en chargeant pour battre à mort l'un des prisonniers. Le prisonnier ligoté parvient à bloquer l'attaque du jeune mercenaire. Khan intervient, saisissant l'arme de Ganson avant qu'il ne puisse frapper à nouveau. Ganson se retourne, exigeant de savoir pourquoi on l'arrête. Le chef des mercenaires déclare qu'ils n'ont pas le droit de punir les prisonniers, surtout lui, après qu'il ait abandonné ses camarades et se soit enfui. Le jeune mercenaire accepte simplement la situation avec indifférence. Le chef des bandits supplie Sir Johan d'épargner leur vie, promettant de ne plus jamais mal agir. Les autres prisonniers se recroquevillent au sol de peur. Khan propose de tous les exécuter immédiatement si on lui en donne l'ordre. Johan serre la poignée de son épée, réfléchissant à ses options. Il décide que les mercenaires devraient les désarmer et les laisser partir. Le chef des bandits le remercie, mais Ganson demande pourquoi il leur épargne la vie. Le jeune noble se tourne vers les prisonniers, leur disant d'écouter attentivement. Il dit qu'il comprend leur situation, mais que piller des caravanes est inacceptable. Johan révèle que, comme eux, il n'a appris des compétences que pour survivre. Eldan est surpris d'entendre un noble parler d'apprendre des compétences de survie. Un mercenaire désigne Goran, déclarant qu'il n'est là que parce que la paix est bonne. Le noble leur crie d'apprendre de nouvelles compétences et de trouver un moyen honnête de gagner leur vie. Le chef des bandits s'incline avec gratitude, promettant qu'ils n'oublieront jamais sa clémence. Johan dit au groupe qu'ils doivent partir aussi. Il ne veut pas être mêlé à d'autres problèmes. Au loin, une créature sombre les observe depuis le sommet d'une colline. La silhouette se dresse dans l'obscurité, se révélant être un loup aux yeux rouges brillants. Le groupe décide de se reposer dans un petit endroit appelé Routspur avant de continuer vers Marseille. Le chef du village est informé que Sir Eldan de la compagnie commerciale Katana est arrivé. Il va à la rencontre du marchand dans la cour du village. Eldan le salue avec enthousiasme, disant que cela fait des mois. Le chef lui souhaite la bienvenue et lui demande s'il cesse de passer quelque chose sur la route. Le marchand raconte avoir rencontré une bande de bandits, remarquant que les choses ont empiré depuis que l'empereur est devenu fou. Il est immédiatement réprimandé, on lui dit que cela pourrait causer des problèmes si un loyaliste de l'Empire l'entendait. Mais Eldan explique que tout s'est arrangé grâce à un noble incroyablement courageux qui voyageait avec eux. Le chef mentionne qu'un faux noble est passé il y a des semaines, mais qu'il a battu l'homme et l'a chassé du village. L'homme-chat se contente de rire, notant que son ami agit toujours imprudemment quand il perd son sang-froid. Eldan lui assure que celui-ci est différent. Ce noble est courageux, honnête et les a protégés des bandits. Il a même refusé toute récompense, choquant le chef du village. Le chef réalise qu'avoir ce chevalier dans les parages serait d'une grande aide contre les bandits. En ces temps, un bon chevalier est vital pour la sécurité publique. Ayant cela à l'esprit, il invite le groupe à rester quelques semaines pour se reposer. Eldan refuse, mais le chef insiste sur le fait que leur relation permet de telles faveurs. Eldan plaisante en disant que le chef essaie de lui voler son compagnon, et le chef rit. Le chef demande alors où est le noble. Actuellement, il est assis seul dans un coin. Il est affamé, ressemblant à un mendiant sur le point de mourir dans la rue. Goran s'approche et appelle Sir Johan, qui lui demande ce qu'il veut. Le mercenaire lui offre un sac en tissu plein de pièces confisquées aux bandits. Il explique qu'ils ont vendu tous les biens et armes des bandits pour une somme décente. Le jeune noble demande s'il en a pris pour lui, mais le mercenaire le nie, disant que c'est Johan qui les a capturés. Johan fixe l'argent dans son casque pendant un moment. Puis il tend un plus grand sac à Goran, lui ordonnant de le partager entre ses hommes. Le mercenaire refuse, disant que c'est trop et que le butin devrait être à lui, mais Johan insiste. Il montre qu'il a déjà pris sa part, tenant juste quelques pièces dans sa main. Le noble le rassure en lui disant que ce n'est pas grave. Il sait que dépenser un peu d'argent pour garder la bande de mercenaires loyaux vaut mieux que d'affronter seul les loups d'un Khiton. D'ailleurs, il ne s'est pas battu seul. Johan déclare que s'être battu ensemble fait d'eux des frères d'armes, espérant que ce geste crée un lien de confiance. Il fait ses adieux aux mercenaires et s'en va. Goran le regarde partir, reconnaissant la véritable dignité d'un chevalier qui se soucie de ses subordonnés. Le mercenaire se retourne pour rassembler ses hommes. Il annonce que Sir Johan leur a montré une grande générosité. Goran explique que le noble a distribué les profits du butin de guerre et ordonne à tout le monde de faire la queue. Les autres mercenaires sont stupéfaits, se demandant s'il donne vraiment de l'argent qui devrait lui revenir.
Ils échangent des regards incrédules. La surprise se transforme rapidement en célébration alors que le groupe commence à acclamer le nom de Johann à travers le village. Plus tard, dans une auberge, le jeune noble dort profondément, son épée à ses côtés. La porte de sa chambre commence à grincer lentement en s'ouvrant. La flamme de la bougie à côté du lit est soudainement éteinte. Johann continue de dormir, inconscient de la présence dans la pièce. Une paire d'yeux rouges l'observe depuis l'obscurité. Obscurité. Une silhouette masquée se penche sur lui, tenant une dague. La nuit avant l'attaque, un homme annonce que Sir Johann a été généreux et distribuera le butin de guerre pour que chacun ait sa part. À cette nouvelle, la foule d'hommes éclate en célébration. À travers les rues de la ville, Johann marche alors que les gens autour de lui crient son nom. Même s'il a gardé les objets les plus chers pour lui, il a tout de même gagné la loyauté de ses hommes. Un homme plus âgé s'approche et lui demande s'il est Sir Johann. Surpris, Johann demande si l'étranger le connaît et reçoit la réponse que oui, car il est le noble qui est venu avec Monsieur Eldin. L'homme lui propose alors de l'emmener dans la meilleure chambre disponible, expliquant que la compagnie commerciale Katana a déjà payé toutes les dépenses. Ce paiement était la façon pour Eldin de régler sa dette envers lui. Sans objection, Johann accepte et demande à l'homme de lui montrer le chemin. Plus tard, parmi les soldats, l'un d'eux demande pourquoi un seul homme n'a pas été payé. L'autre explique que Ganson s'est caché pendant que tous les autres se battaient, et pour cela, il ne recevra rien. En entendant cela, Ganson se tourne sur le côté. Soudain, quelque chose au loin attire son regard. Par la fenêtre, il voit Johann se faire escorter par l'homme plus âgé. La vue du noble à l'extérieur fait naître une idée dans son esprit. Johann arrive à l'auberge en quête de repos. À l'intérieur de la chambre, l'homme se détend dans un bain chaud. Plongeant son corps dans les eaux, il sent qu'il peut enfin se reposer un peu. Un lit douillet et un bain chaud étaient des choses simples qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir le rendre si heureux. Avant cela, il n'avait pas réalisé à quel point il serait difficile de vivre comme un vagabond sans un toit sur la tête. Bien qu'il soit né dans une famille noble, il n'avait jamais réfléchi au luxe de dormir dans un vieux lit. Tout a changé lorsque cet empereur fou a rasé son territoire. Outre lui, de nombreuses autres personnes ont également été victimes de cette attaque. Pourtant, il a survécu, ce qui le met peut-être dans une meilleure situation que la plupart. Au milieu de ses pensées, il se demande s'il aurait dû accepter l'offre de Karamov. À ce rythme, l'armée impériale le trouvera et l'exécutera certainement. Pour cette raison, il doit penser à une autre issue jusqu'à ce qu'une idée lui vienne soudainement à l'esprit. Ces mercenaires ne pouvaient rien faire contre Eldan. Une bande de mercenaires n'aurait pas peur d'un simple marchand, mais de la compagnie à laquelle il appartient. Ce souvenir le ramène à ce qu'il a appris sur les compagnies commerciales au marché du village quand il était jeune. Les compagnies connectées au même réseau partagent des informations et des fonds par-delà les frontières. Lorsqu'elles sont puissantes, elles peuvent influencer les politiciens, les nobles, ou même l'armée d'un pays. Pour survivre à la persécution de l'Empire, il doit se rapprocher d'une compagnie commerciale à tout prix. Cependant, il décide de laisser les pensées plus complexes pour plus tard, préférant se remplir l'estomac et aller dormir. Dehors, la nuit avance lentement. Johann s'endort dans son lit, serrant sa propre épée. Sans un bruit, la porte de la chambre s'ouvre lentement. Un assassin s'approche de lui, tenant une dague dans ses mains. Il tend la main pour attraper l'épée de Johann. Avant qu'il ne puisse la toucher, le noble l'arrête, lui saisissant le poignet et demandant s'il ne se lasse jamais de ça. La réaction inattendue surprend l'homme masqué. Se redressant dans son lit, Johann exige une réponse. Il demande ensuite s'il est l'un des sbires de Karamov. Désespéré, l'assassin se débat et crie pour qu'il le lâche. Sans effort apparent, Johann le projette à travers la porte. Alors qu'il heurte le sol, l'homme est attrapé par la jambe. Désespéré, il se traîne dans le couloir en suppliant de l'aide. Trop tard, l'agresseur réalise que l'homme avec qui il s'est battu n'était pas humain. 5 minutes avant l'incide, l'aubergiste dormait profondément à la réception. Pendant ce temps, 2 jeunes hommes montaient les escaliers en silence complet. Ganson assure à Prat que c'est bon de laisser le travail entre les mains de ce type. Convaincu, il déclare que Vulen, l'homme le plus fort du village, est rapide et ne se fera pas prendre avec la dague et le masque qu'il a pris. Au même moment, Pell, le passionné de chevaux, suit le plan et s'approche d'un cheval de guerre. Soigneusement, il monte l'animal et lui dit de se taire. Curieux, Prat demande à Ganson si l'épée du noble a vraiment autant de valeur. En réponse, Ganson lui demande s'il a déjà vu une épée capable de couper une personne en deux. Il dit qu'il a vu cette arme fendre un soldat en deux et que quelque chose d'aussi puissant ne pouvait pas être bon marché. De plus, ce chevalier n'est rien sans son épée. Soudain, les deux jettent un coup d'œil dans le couloir. Devant eux, ils voient l'agresseur au sol et la silhouette de Johann se tenant à la porte de la chambre. L'homme blessé continue de crier à l'aide. Silencieusement, Ganson observe la scène. Effrayé, Prat l'attrape et lui demande ce qui se passe, bordel. Sans hésitation, Ganson lui dit de courir s'il veut vivre. Le sentiment que quelque chose ne va vraiment pas les envahit, et la certitude qu'ils sont condamnés s'installe. À ce moment, l'aubergiste apparaît et leur demande qui ils sont et ce qu'ils font. Dehors, Pell attend avec les chevaux. Voyant les autres approcher, il commente qu'ils sont enfin arrivés. Agacé, Ganson lui crie de se taire et de se préparer à fuir.
Il se tourne ensuite vers Pra et lui demande où est Vulen. En tremblant, Pra répond qu'il est soit mort, soit sur le point de mourir. Ganson ordonne à tout le monde de monter sur leurs chevaux et de s'échapper, mais Pra est toujours inquiet pour Vulen. Alors que Pell refuse de l'abandonner, Ganson prévient que le noble pourrait les pourchasser. Soudain, le toit de l'auberge explose. Au milieu des débris, Johan bondit vers eux. Aux abords du Saint-Empire du Sud, des corps pendus se balancent à un arbre isolé. Non loin de là, un soldat enfonce un pieu en bois dans le sol. Après avoir terminé, il se tourne vers son compagnon et confirme que le travail est fait et que le pieu est bien planté. Puis, ils clouent tous les deux un avis d'avertissement indiquant que ces personnes, ainsi que leurs familles, ont été pendues pour avoir volé la propriété d'un noble. Le décret porte la signature de l'empereur du Saint-Empire, Kardirian Bizalfir. L'un des soldats demande ce qu'ils ont bien pu voler pour connaître une fin aussi cruelle. En réponse, l'autre mentionne avoir entendu dire qu'il avait volé un poulet et 3 œufs sur le territoire du baron Khorozab. L'information lui semble absurde, même à lui qui n'arrive pas à croire au résultat. Tout cela est arrivé à cause d'un si petit crime. Pendant ce temps, dans une taverne voisine, la nuit est calme. Assis à une table, Eldens savoure un repas avec une tasse de thé. Peu de temps après, un homme s'approche et l'informe qu'il y a un problème. Il rapporte que Ganson, de la bande de mercenaires, a été surpris en train de voler les biens de Sir Johan Yates. En apprenant la nouvelle, Eldan se lève brusquement de sa chaise, rempli d'incrédulité. Quelques instants plus tard, il se rassoit, déplorant la situation, car il espérait convaincre Sir Johan de voyager avec eux jusqu'à Marseille. Sur ce, Eldan ordonne que Ganson soit capturé immédiatement et que le reste du groupe prétende n'avoir aucune implication. L'homme obéit promptement, observant attentivement le calme avec lequel un marchand de la compagnie Katana gère la crise. De nouveau seul, Eldens essaie de se calmer, confiant qu'il surmontera ce problème comme il l'a fait tant de fois auparavant. Il sait qu'il ne mourra pas pour quelque chose comme ça, mais il doit encore réfléchir à une manière prudente de gérer ce noble. Ailleurs, une réunion de village a lieu. Après s'être levé, le chef du village annonce la fin de la réunion de ce soir. Soudain, un homme entre en courant, criant que le chef a besoin d'aide. Il les informe que les fauteurs de troubles ont été surpris en train de voler les nobles. Agacé, le chef du village frappe du poing sur la table et les traite de vauriens inutiles. L'une des personnes présentes demande ce qu'il faut faire, ce qui ne fait qu'accroître l'irritation du chef. En réponse, il leur ordonne de rassembler des tribus à offrir aux nobles et d'y inclure l'un des esclaves gardés dans le village. Il exige également qu'ils se préparent à exécuter les fauteurs de troubles devant le noble lui-même. Immédiatement, les parents des jeunes protestent, déclarant qu'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants mourir. Consumé par la fureur, le chef du village prend un tabouret, hurle à tout le monde de se taire et le fracasse sur le sol. Il hurle ensuite aux parents, leur demandant s'ils ne comprennent pas la gravité de la situation ou s'ils ont oublié le décret de l'empereur. En hurlant, il déclare qu'ils doivent agir avant le noble, car c'est leur seule chance de survivre. Le décret impérial stipulait que quiconque convoitait les biens d'un noble pouvait se faire couper la langue, ainsi que sa famille, ou être condamné à la potence. Dans certains endroits, des familles entières avaient déjà été anéanties à cause de ce décret absurde. Tout cela est arrivé parce qu'il avait demandé un poulet et 3 œufs au lieu de salaires impayés. Après tout, pour lui, tous les nobles agissent de la même manière. Le chef se tourne alors vers l'une des mères et lui demande ce qu'elle pense que le noble à qui leurs enfants se sont frottés va faire. Après avoir offensé un noble, il essaiera sûrement de les punir d'une manière ou d'une autre, peut-être même en faisant décapiter tout le village tout en faisant la leçon sur l'honneur d'un chevalier. L'un des hommes soutient que ce territoire appartient au comte Gerpin, et que, quelle que soit l'importance de la maison de ce noble, il pourrait demander de l'aide au comte. En réponse, le chef du village déclare que les nobles ne se soucient que de leur petit jeu d'honneur, jamais de qui vit ou meurt. Frappant la table, il crie à tout le monde de se réveiller. Pendant que les parents des jeunes pleurent, les autres restent silencieux. Le chef demande alors s'ils pensent vraiment qu'il se sent bien à ce sujet. Avec regret, il déplore de devoir sacrifier leurs enfants, mais il déclare que le village survivra si les jeunes meurent, et que cette décision est pour le bien de tous. Plus tard, une foule se rassemble sous un grand arbre à l'approche des villageois. Les 3 jeunes hommes restent agenouillés et ligotés au sol tandis qu'un 4e homme gît à côté d'eux. En observant la scène, Johan se rend compte que la situation est devenue incontrôlable, car ce n'étaient que des garçons du village qui ont essayé de voler son épée. Il semble qu'il l'ait fait en remarquant l'arme, ce qui l'amène à décider qu'il doit la garder cachée désormais. Une partie de la faute, admet-il, lui revient pour avoir porté une telle épée à la vue de tous, décidant de simplement leur faire un peu peur avant de les laisser partir. Assis sur une chaise, Johan attend au milieu de la foule. Peu après, le chef du village s'approche et demande si l'honorable sœur Johan va bien. Sans hésitation, Johan répond que non, il ne va pas bien. Il demande alors si c'est la coutume dans le village de Rutspeck d'accueillir les invités en leur mettant une lame sous la gorge et en pillant leurs bagages. À ces mots, le chef du village se jette à terre et présente ses plus sincères excuses. Assumant la responsabilité, il déclare qu'il a échoué en ne maîtrisant pas ces idiots. Johan avertit l'un des garçons d'être plus prudent la prochaine fois et les renvoie tous. Soudain, le chef du village sort une dague. Levant la lame au-dessus de la tête d'un des jeunes hommes,
il déclare qu'il se rachètera en leur coupant la tête pour l'honneur de Johanne. Immédiatement, Johanne tend la main et lui ordonne d'arrêter, précisant que ce n'est pas son intention. Pourtant, le chef du village insiste sur le fait que ceux qui ont sali l'honneur de sœur Johanne méritent de mourir. Ignorant l'ordre, il lève à nouveau la dague pour exécuter l'un des jeunes. La mère du garçon se couvre le visage et s'excuse auprès de son fils. Cependant, la lame est arrêtée avant d'atteindre sa cible. Froidement, Johanne lui demande s'il ne l'a pas entendu dire d'arrêter. Le chef du village et les villageois tournent leur regard vers Johanne. Dans un silence complet, toute la foule observe la scène. Johanne se lève et demande si tout le monde est devenu assez fou pour tuer des gens pour une raison aussi insignifiante. Fermement, il déclare que s'ils veulent qu'ils paient pour leurs crimes, ils devraient les faire payer avec de l'argent. À ces mots, la foule regarde Johanne en silence. Réalisant que sa suggestion a pu paraître trop évidente, il s'éclaircit la gorge et dit qu'il va se répéter. Il demande alors comment l'honneur peut être plus précieux que la vie humaine et leur ordonne de détacher les jeunes et de ficher le camp. La dague glisse de la main du chef du village et se plante dans le sol. Submergé par l'admiration, le chef du village s'agenouille, impressionné par la décision honorable de sœur Johanne. Soulagés, les parents de Prat courent l'embrasser, heureux de le voir sain et sauf. Le chef du village n'arrive toujours pas à croire qu'un noble comme ça existe vraiment, confirmant que Eldens disait la vérité. En signe de gratitude, les mercenaires s'inclinent, remerciant sœur Johanne et promettant de ne jamais oublier sa bonté. Ganson s'excuse également, admettant qu'il n'avait pas réalisé à quel point le noble était honorable et qu'il a fini par se faire avoir par un idiot. Alors que les autres jeunes sont détachés, un homme commente qu'ils ont eu de la chance, car n'importe quel autre chevalier les aurait tués. À ce moment, le chef des mercenaires s'approche de Ganson qui le presse de le détacher. Amèrement, Ganson déplore d'avoir rejoint cette bande de mercenaires malchanceuses. Soudain, le chef lui saisit le visage. Effrayé, le jeune homme lui demande de quoi il parle. D'un ton froid, l'homme lui dit de détendre son corps, affirmant que cela facilitera les choses. Peu après, une ombre se lève derrière Ganson pour l'attaquer alors que Johanne regarde en arrière. Surpris par le mouvement soudain, Johanne se retourne. Le corps de Ganson tombe au sol, exécuté devant ses compagnons mercenaires. Voyant la scène, Johanne se lève et demande ce qu'il croit faire, bon sang. En réponse, le chef du groupe se justifie, selon le décret de l'empereur, il n'a fait qu'exécuter celui qui convoitait la richesse d'un noble. Johanne rétorque que ses paroles n'ont pas été prises au sérieux, alors qu'il était certain de ne pas avoir à voir leur sang. Tout autour, les autres mercenaires et Eldens regardent tout en silence. S'adressant à sœur Johanne, le chef explique que même les mercenaires ont un honneur et des règles à suivre. Selon lui, les actions lâches de Ganson ont bafoué leur honneur et mis en danger la vie du groupe et son acte n'était qu'un moyen de protéger ces règles. Le chef offre alors sa dague, déclarant que si Johanne croit que son autorité a été défiée, il devrait le punir. À cet instant, Johanne réalise que l'homme a raison et que les mercenaires ont leur propre honneur, quelque chose qu'il essaie de protéger de sa propre vie. Sur ce, Johanne rengaine son épée. La foule autour continue de regarder la scène dans un silence absolu. Puis, il repousse la lame du chef avec sa main. Franchement, Johanne admet qu'il n'a pas considéré la position du mercenaire et s'excuse. Le geste surprend à la fois les mercenaires et Eldens, qui ne s'attendaient pas à voir un noble s'excuser. Johanne demande alors à Khan de ranger la dague, et le mercenaire demande pardon. Peu après, il remercie Khan pour sa compréhension. L'un des mercenaires réprimande Khan pour avoir affronté un noble, mais on lui répond qu'il pourra le frapper s'il recommence. De loin, Eldan regarde Johanne d'un œil nouveau. Ce noble était différent de tous les autres, juste et courageux, mais sans aucune trace d'autoritarisme. Il suscite chez Eldan la question de savoir comment quelqu'un comme ça pourrait exister. Avec cela, Eldan décide de faire de Johanne son allié à tout prix, cherchant à améliorer sa propre réputation au sein de la compagnie. Plus tard, le groupe continue son voyage sur une route éclairée par le coucher du soleil. Pendant le trajet, Johanne examine une montre à gousset prise dans le butin. Monté sur son cheval, il regrette d'avoir choisi l'objet qui semblait le plus précieux pour découvrir qu'il était cassé. Soudain, quelqu'un s'approche par derrière. Une jeune femme l'appelle maître Johanne et commente que maintenant elle doit s'occuper de quelqu'un d'autre. Peu de temps après, une voix l'appelle depuis une porte voisine. Le chef du village s'approche et offre des cadeaux préparés par le village en signe de gratitude. Parmi eux, Johanne reconnaît une montre et s'étonne qu'il ait trouvé quelque chose d'aussi précieux. De plus, le chef lui offre également un esclave, affirmant que le garçon est doué en géographie et qu'il sera utile. C'était la première fois que Johanne voyait un esclave dans un état aussi déplorable, et le laisser ainsi mettrait sa vie en danger. Le remerciant pour l'offre, il demande qu'il lave et nourrisse le jeune homme pendant qu'il se prépare à partir, ce à quoi le chef annonce que Godin a été accepté. Même en acceptant le garçon, Johanne se sent mal à l'aise à l'idée de posséder un esclave. La nuit, de retour au camp, les mercenaires mangent de la viande autour d'un feu de camp pendant que l'un d'eux dit à Khan de ne pas boire d'alcool. Godin s'approche de Johanne, qui nettoie son épée, et l'appelle maître. Le jeune lui tend un repas, et Johanne le remercie. Il demande alors à Godin de changer la façon dont il s'adresse à lui et de commencer à l'appeler par son nom. Reconnaissant, le garçon le remercie, tandis que Johanne se demande si l'enfant est en fait une femme.
Curieux, il demande comment quelqu'un de doué en géographie a fini par devenir esclave, mais Gaudin répond que ce n'est pas une histoire agréable. Le jeune demande alors si de mauvaises choses sont aussi arrivées aux nobles. Johann répond qu'il aimerait d'abord entendre son histoire, et Gaudin accepte. Il commence en disant qu'il était à l'origine un colporteur chargé de transporter et de revendre des armes dans la région de l'Est. Avec le temps, sur les ordres d'un noble, il s'est retrouvé impliqué dans la contrebande d'or. En entendant cela, Johann commente qu'un tel crime entraînerait la peine de mort et qu'il a eu de la chance de survivre. Gaudin explique qu'il avait besoin de beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, car ses jeunes frères et sœurs étaient malades et affamés. Pour cette raison, il a continué à livrer lorsque le noble lui disait de cacher, jusqu'au jour où il a été dénoncé par le noble lui-même. Johann en déduit qu'après avoir servi son but, il a été jeté et demande s'il a au moins essayé de demander un procès. Secouant la tête, Gaudin dit qu'à cause du décret de l'empereur, on ne lui a même pas donné le droit de parler. À cela, Johann demande s'il a réussi à envoyer l'argent à ses frères et sœurs. Le jeune explique que pour éviter une exécution immédiate, tout l'argent a été utilisé pour soudoyer les gardes. Gaudin s'excuse, mais Johann répond qu'il n'a pas à être désolé. Ce monde était assez cruel pour le faire grincer des dents. Sans pouvoir, les gens étaient traités comme des criminels, exploités sans aucune chance de résister aux atrocités des nobles. Même les soldats privés de la maison Brie n'y ont pas échappé, survivant en volant les autres, ni les gens de Rutzbeck qui ont été poussés à sacrifier leurs propres enfants pour survivre. Sans parler de Gaudin, transformé en esclave après avoir été utilisé et jeté. Johann se demande si tout cela est vraiment juste. Immédiatement après, il se rappelle que ce n'est pas le moment de s'inquiéter du monde, car il est pourchassé par l'armée de l'empereur et pourrait mourir à tout moment. Puis, il appelle Gaudin qui répond promptement. Fermement, Johann déclare qu'ils sont maintenant camarades et qu'ils doivent survivre et bien vivre ensemble. La jeune femme rougit. Soudain, un mercenaire s'approche et annonce qu'un monstre est apparu à proximité. Johann se lève, se lamentant de ne même pas avoir le temps de se reposer. Sans tarder, il demande où se trouve la créature et l'homme indique le chemin alors qu'ils courent tous. Gaudin reste en arrière, répétant silencieusement les mots de Johann. En rejoignant les autres, il demande si le monstre est proche. En réponse, ils disent qu'il fait trop sombre pour voir clairement, mais qu'il y a certainement quelque chose dans l'obscurité. À ce moment, Johann sort de derrière les buissons, poussant les mercenaires à lui dire de se baisser. Calmement, il dit simplement que tout va bien. Johann leur ordonne alors de ranger leurs armes, laissant les mercenaires complètement confus. Johann dit qu'il va jeter un œil, puis se tourne pour entrer dans la forêt. Khan déclare que combattre les monstres requiert des compétences spéciales et que c'est toujours dangereux. D'un ton sérieux, il insiste sur le fait que la mission du groupe est de protéger Eldan et qu'ils ne peuvent pas prendre de risques inutiles. Soudain, Johann s'arrête et ferme les yeux, disant qu'il peut sentir quelque chose. Faisant quelques pas en avant, il s'approche d'un buisson et reconnaît une pression familière capable de glacer le cœur de n'importe qui. Au milieu de l'obscurité, une paire d'yeux se détache devant lui. Johann identifie la créature comme le loup noir de mauvais augure, le même salaud qu'auparavant. La dernière fois qu'il l'a rencontré, l'animal a attaqué les loups des Aquitaine au lieu de lui. Même s'il a eu d'innombrables occasions, la créature ne l'a jamais attaqué. C'est pourquoi Johann sait que le loup n'a pas l'intention de lui faire du mal. Calmement, il demande à la créature cachée de sortir. De l'ombre, l'énorme loup noir émerge devant lui. Tendant la main, Johann demande si le loup l'a suivi et le remercie de l'avoir sauvé auparavant. Khan demande si Johann sait vraiment comment gérer les monstres, tandis qu'un des mercenaires admet n'avoir jamais rien vu de tel. Le grand loup s'approche lentement et renifle le visage de Johann. Soudain, l'animal lui mord la tête, ce qui fait hurler son nom à l'un des mercenaires, paniqué. À ce moment-là, Eldan s'avance et dit au petit morveux de s'écarter. La tête toujours dans la gueule du loup, Johann demande à tout le monde de ne pas avoir peur du grand gaillard. Tenant fermement l'animal, il révèle que cette créature est le guide de l'aube. Excité, Eldan demande simplement si c'est vrai. Confus, Johann répète le nom guide de l'aube, sans en comprendre la signification. Alors Eldan commence à expliquer que dans l'Empire de l'Est, il y a une vieille chanson sur cette créature. Selon la légende, par une nuit de pleine lune à l'époque de la Grande Guerre, un guerrier a donné un nom au loup. Ce nom était guide de l'aube. Et le loup, en le recevant, a incliné la tête devant le guerrier. Ses yeux brillaient de mille feux, et tout le monde a crié en le voyant courir à l'avant-garde du champ de bataille. À la fin de la guerre qui a divisé le continent, le guerrier a apporté la paix et est mort en héros. Le loup noir a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits, puis est parti en voyage vers des lieux où l'ordre et les héros étaient nécessaires. Telle est la légende du guide de l'aube. Johann demande si Eldan ne se trompe pas, car cette créature est connue sous le nom de loup noir de mauvais augure. En réponse, Eldan explique que le guide de l'aube provient du folklore de l'Empire de l'Est et que de nombreux détails ont été déformés en arrivant dans le Sud. Récitant un passage, il dit que le guide de l'aube punit le mal et se soumet à un héros courageux. Eldan explique que cette phrase provient d'un texte ancien de l'Empire de l'Est. À cet instant, Johann commence à comprendre quel genre d'être cette créature est vraiment. Eldan demande la permission de caresser le loup juste une fois et Johann accepte. Cependant, dès qu'il essaie de s'approcher, le loup grogne férocement contre lui. Face à cela, il conclut qu'il ne devrait peut-être pas faire ça.
Johan caresse le loup, qui se calme rapidement, tandis que Eldan se demande si la créature n'est douce qu'avec lui. Soudain, une idée frappe Eldan. Il se souvient d'un passage du folklore de l'Empire de l'Est, qui dit que donner un nom à la bête divine qui vous suit en fait votre vassal. Pendant un instant, il se demande si ce sudiste pourrait être le héros légendaire. Mais il écarte rapidement cette pensée pour la reconsidérer un instant plus tard. Eldan demande alors à Johan s'il a déjà donné un nom au guide de l'aube, ce à quoi il répond qu'il n'a pas encore eu l'occasion. Avec insistance, il demande à Johan de le nommer à l'instant même. Selon Eldan, si la légende est vraie, quelque chose d'incroyable se produira. Johan commence à penser à un nom pendant que Eldan suggère Katana. Au même moment, Volin se souvient de la dernière fois qu'il a été témoin de quelque chose comme ça, quand il a enterré ce salaud de Cardouet. Désignant la créature, Johan décide que son nom sera Karamov. Surpris, Eldan réagit immédiatement, reconnaissant le nom. Les yeux du loup s'illuminent avec intensité. Une force soudaine émerge et enveloppe Johan et Eldan. La créature hurle alors qu'une énergie puissante la transforme. Devant eux, le guide de l'aube apparaît, désormais nommé Karamov. Le loup transformé fait face à son nouveau maître. Calmement, Johan le caresse et dit qu'il comptera sur lui. Se tournant vers Eldan, il convient que c'est en effet incroyable, mais lui demande ce qu'il fait. Tout autour, les mercenaires regardent Eldan prosterné sur le sol devant Johan et Karamov. Submergé par l'émotion, Eldan déclare que tout s'est passé exactement comme décrit dans le folklore, et que c'est la première fois qu'il est témoin d'un mythe de ses propres yeux. Il déclare alors qu'il respecte Johan depuis le moment où il l'a vu. Il le loue pour les avoir protégés des bandits, pour avoir fait preuve de pitié envers ses ennemis, et pour être l'élu de la bête divine. Devant tout le monde, Eldan le proclame héros des temps difficiles. Les mercenaires et Godin réagissent en entendant la proclamation. Parmi les murmures, tout le monde se demande si Johan est vraiment le héros des temps difficiles. Avec une expression mal à l'aise, Johan se tourne vers Eldan. D'un ton contenu, il s'excuse. Il révèle qu'il n'est pas le héros qu'il imaginait, mais juste un vagabond d'une maison insignifiante, soucieux de survivre. De plus, il admet qu'il est pourchassé pour avoir battu Karamov à mort. Johan s'excuse à nouveau de le décevoir, mais Eldan nie tout sentiment de déception. Il demande alors la permission de le présenter à la compagnie commerciale Massian comme un moyen de lui rendre sa gentillesse. En entendant cela, Johan se souvient avoir entendu que Eldan allait à Marseille et demande quel genre d'endroit c'est, car il n'en a jamais entendu parler. Eldan explique que Marseille est une célèbre cité de libre-échange et l'un des rares endroits que l'empereur ne peut atteindre. L'information pique l'intérêt de Johan. Sur ce, il accepte l'offre, déclarant qu'il ne peut ignorer une telle gentillesse pendant que Eldan le remercie. En silence, Johan songe que si l'empereur ne peut l'atteindre là-bas, il serait peut-être possible de commencer une nouvelle vie en tant que marchand. Pendant que Eldan chante joyeusement, Johan espère qu'aucune rumeur ne se répandra sur le fait qu'il est une sorte de héros. Réfléchissant en silence, il pense au titre de héros des temps difficiles et à quel point ce serait bien s'il était vraiment quelqu'un comme ça. Pourtant, il reconnaît que, tant dans sa vie passée que maintenant, il n'est rien de plus qu'un vagabond luttant pour rester en vie. Le souvenir d'une figure imposante lui vient à l'esprit, décrétant qu'à partir de ce moment, il ne connaîtrait que la souffrance. Serrant le poing, Johan admet que la vie avant sa mort n'était pas facile non plus, mais que cette fois-ci est différente. Maintenant, il décide d'avancer pas à pas, guidé par sa propre volonté. Sur ce, le groupe part en direction de la cité des riches marchands, Marcel. Godin fait remarquer qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir revenir en ce lieu. En se promenant dans le marché, Johan suggère de faire quelques achats. Soudain, Karamov file devant le groupe, ce qui pousse Johan à l'appeler. Un vendeur se penche, qualifie l'animal de mignonne petite chose, et lui offre une friandise. En regardant la scène, Johan réalise que pour tout le monde ici, Karamov ressemble juste à un adorable petit chien. Un jour avant d'entrer dans Marcel, le groupe était rassemblé dans la forêt. À ce moment-là, Johan se tourne vers Karamov et l'appelle par son nom. Il explique qu'un monstre de cette taille provoquerait une énorme agitation dans la ville et lui demande d'attendre à l'extérieur. En réponse, le corps de Karamov commence à subir une transformation. Johan observe attentivement la créature prendre une forme plus petite. Surpris, il demande si le loup a vraiment rapetissé et si c'est une autre capacité d'une bête divine. Sans perdre un instant, Godin accourt et serre le petit Karamov dans ses bras, s'exclamant à quel point il est mignon. Vu la situation, Johan conclut qu'à cette taille, il n'y aura probablement aucun problème. De retour au présent, une petite foule se rassemble, commentant l'apparence inhabituelle du chiot et se demandant si c'est un animal de compagnie d'un pays étranger. Embarrassé, Godin s'excuse pour le manque de manière du petit, mais Johan dit qu'ils doivent partir rapidement car ils sont toujours poursuivis. Peu après, Godin interpelle Johan. Il propose de s'occuper de tout l'équipement s'il achète un grand sac, lui rappelant qu'il était autrefois un marchand d'équipement. Il montre ensuite qu'il n'a que 4 pièces d'argent et demande s'ils peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin. Puis, Godin ne prend qu'une seule pièce d'argent. Il promet avec assurance d'obtenir tout ce qu'ils ont mentionné en utilisant seulement cette unique pièce. Johan lui dit de ne pas s'emballer, se demandant ce qu'on pourrait bien faire avec si peu d'argent. Quelque temps plus tard, Godin et Johan sont entièrement équipés,
et Johan a du mal à croire que tout a été acheté avec une seule pièce. Ils ont acquis un sac tactique pour Johan et un sac à dos de provisions pour Gaudin, ce qui facilite le rangement de leurs objets. Utilisant son impressionnant don pour la parole, Gaudin a réussi à vendre un casque complètement détruit à un prix très élevé et a même obtenu une masse d'armes gratuitement. Après avoir acheté du vinaigre, de l'huile pour l'entretien de l'équipement et d'autres fournitures, il leur restait encore de la monnaie. D'une manière ou d'une autre, ils se sont retrouvés avec plus d'argent qu'au départ. Voyant cela, Johan se dit que si un casque cassé a pu être vendu si cher, l'équipement qu'il a enterré pour Karamov vaudrait bien plus. Il décide que s'il doit un jour revenir ici, il devrait le déterrer et le mettre en vente. Commentant la situation, Johan observe que Gaudin semble heureux de faire un travail aussi familier et lui demande s'il était vraiment un marchand. Tout en organisant le nouveau sac à dos, le jeune homme avoue que cette vie lui manquait. Le souvenir du moment où il est devenu esclave lui revient à l'esprit, vivant chaque jour dans le désespoir et la peur de la mort. Maintenant, cependant, après avoir rencontré Johan, il sent qu'il a retrouvé la vie qu'il menait lorsqu'il était marchand. Gaudin le remercie sincèrement, déclarant que même s'il n'était jamais devenu esclave, il aurait quand même choisi de voyager à ses côtés. Johan dit qu'entendre cela le rend heureux et qu'il comptera sur lui à partir de maintenant. La réponse est immédiate, accompagnée d'un d'accord, Johan enthousiaste. Sur ce, les deux décident d'explorer Marseille. Après être arrivé en ville, Johan, qui n'avait connu que des épreuves jusqu'alors, éprouve enfin un bonheur qui lui avait toujours échappé. La viande qu'il mangeait autrefois ressemblait à du cuir de chaussure, tandis que celle de Marcel fond tout simplement dans sa bouche. Avant, il pouvait à peine se baigner, et tout son corps le démangeait de manière insupportable. En ville, cependant, il peut se baigner dans l'eau chaude quand il le souhaite. Pendant ses voyages, il n'a jamais eu d'endroit convenable pour dormir, et les rochers froids et humides lui faisaient mal au corps. À Marseille, il dort désormais sous des couvertures chaudes et douces. Face à cela, Johan conclut que la vie ici est très bonne et décide de s'installer en ville. Il rêvait de vivre heureux à Marseille, mais le destin ne suivrait pas le chemin qu'il désirait. Le lendemain, la place de la ville de Marseille est en pleine effervescence. En marchant, Johan commente à quel point la vie semble paisible, car cela fait longtemps qu'il ne s'est pas promené calmement dans les rues. Soudain, un sentiment étrange lui fait réaliser que quelque chose ne va pas. Remarquant un groupe de personnes rassemblées, il se demande si une autre bande de bandits est à proximité. L'un des hommes confirme que des criminels ont enlevé la fille de Dave et volé toutes les marchandises qu'ils transportaient. Johan continue de manger sa brochette tout en écoutant la conversation. D'autres commentent qu'avec des bandits en liberté, les gens ne peuvent pas vivre sans inquiétude. En entendant cela, Gaudin dit à Johan que l'atmosphère de la ville n'est pas bonne à cause des bandits. Plus loin, un mercenaire menace un vendeur, déclarant qu'il paiera plus tard et demandant si l'homme sait qui il est. Il crie qu'il veut juste une brochette de viande car il n'a pas mangé depuis 4 jours. Cet homme était un retardataire du groupe de mercenaires des loups des Aquitaines qui s'était perdu en poursuivant Johan et avait fini à Marseille. Il se retourne pour continuer la dispute mais s'arrête brusquement. À cet instant, le mercenaire et Johan se reconnaissent. L'homme le traite de bâtard et fonce sur lui. Johan réalise que les loups des Aquitaines l'ont suivi jusqu'à Marseille et comprend que la situation est extrêmement mauvaise. Il sait que rien de bon ne peut sortir d'un combat à cet endroit. Le mercenaire bondit sur lui, l'épée levée, en hurlant qu'il doit mourir. Avant que le coup ne puisse l'atteindre, un homme à cheval apparaît et frappe l'attaquant. Le mercenaire tombe au sol, vaincu devant la foule. Observant la scène, le cavalier commente qu'avec l'état actuel de la sécurité, toutes sortes de gens se sont montrés. Il s'adresse ensuite à Johan, le qualifiant de vagabond, et lui demande s'il est blessé. Johan répond que non et le remercie de son aide. L'homme sourit et lui conseille de toujours prendre soin de lui. Peu après, il se retourne et s'éloigne à cheval dans la rue. Pendant ce temps, une armée de mercenaires commence à se rassembler sur la place. Les troupes s'alignent en formation sur toute la place de la ville. Bradil, capitaine des mercenaires des Hawkwood, dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Il leur assure avec confiance que ces 500 mercenaires anéantiront la bande de bandits et rendront Marseille à nouveau sûr. Gaudin est étonné de les voir en personne, tandis que Johan demande s'ils sont célèbres. En réponse, elle explique que les mercenaires des Hawkwood font partie des meilleurs groupes de mercenaires de l'Empire. En entendant cela, Gaudin réalise qu'avec des bandits parcourant la région, le groupe a sûrement été engagé pour les exterminer. Johan resta silencieux, observant simplement l'activité autour de lui. Dans ses pensées, il se dit que si Bradil n'était pas intervenu pour l'aider, son identité aurait pu être révélée. Si cela s'était produit, il n'aurait plus pu rester à Marseille pendant que l'Empire le traquait. Le souvenir de la promesse qu'à partir de ce moment, il ne connaîtrait que la souffrance lui revient à l'esprit. Prenant une profonde inspiration, il se ressaisit, se rappelant qu'il est toujours un fugitif. La seule façon de survivre est de nouer de bonnes relations avec une grande compagnie commerciale, car même l'empereur ne peut s'immiscer dans leurs affaires. Heureusement, Eldan le tient en haute estime, ce qui lui a donné la chance d'interagir avec la compagnie commerciale Katana. Pourtant, il se demande ce qui arriverait si son identité était révélée avant cela. Il en conclut que si la compagnie découvrait que l'Empire était à sa poursuite, elle ne le protégerait en aucune manière.
S'il est démasqué avant d'établir une bonne relation avec Katana, sa mort est certaine. Son objectif étant clair, Johan serre le poing, déterminé à se rendre à la compagnie commerciale Katana pour obtenir leur protection contre l'Empire. Tant qu'il n'aura pas gagné la confiance de la compagnie, sa véritable identité ne pourra pas être révélée. Soudain, une voix de femme interpelle Johan, lui demandant si c'est bien lui. La femme bête se présente comme Ibelka, une employée exclusive de la compagnie commerciale Katana. Elle explique qu'elle a entendu parler de ses exploits par Eldan et qu'elle aimerait nouer des liens étroits avec lui et sa maison. Finalement, Ibelka l'invite à l'accompagner à la compagnie commerciale Katana s'il n'est pas occupé. Ils arrivent à la succursale de Marcel de la compagnie commerciale Katana. Dehors, Godin essaie d'attraper la patte de Karamov, mais le petit animal lui mord la main. Seul, Johan attend dans une pièce luxueuse. Il a enfin atteint la compagnie, nourrissant l'espoir que cet endroit ait sa chance de changer de vie. À ce moment-là, une femme s'approche par derrière, lui demande s'il est bien Monsieur Johan, et mentionne qu'elle a entendu parler de lui par Eldan. Alors qu'il se retourne, Johan la voit se lever pour se présenter formellement. Elle se présente comme Jean, la directrice de la succursale de Marcel de la compagnie commerciale Katana. Se présentant à son tour, Johan dit qu'il est de la maison Hetz, et elle exprime le même plaisir à le rencontrer. Ensuite, Jean l'invite à discuter autour d'une tasse de thé, et il accepte. Une boisson chaude, une marchandise de la région méditerranéenne, lui est servie. Elle commente qu'elle espère que la boisson est à son goût. Johan la remercie, bien qu'il réalise que c'est du café. Curieux, il demande si le thé est fait à partir de graines de fruits torréfiés et est félicité par Jean pour sa perspicacité. Puis elle suggère qu'il passe aux choses sérieuses. Jean déclare qu'ils peuvent déjà deviner la raison de sa visite, ce qui fait que Johan renverse sa boisson de surprise. Il se demande immédiatement s'ils ont découvert qu'il est traqué par l'empereur. Remarquant sa réaction, Jean commence à expliquer ce qu'elle voulait vraiment dire. Selon elle, la raison est que Johan nourrit de l'ambition dans son cœur. Confus, il ne comprend pas cette déclaration. Jean révèle alors qu'elle a appris par Eldan qu'il a protégé les innocents et fait preuve de pitié envers ses ennemis. En le voyant arriver à Marcel, une ville infestée de bandits, elle a perçu son ambition de la sauver de ses propres mains. Face à cela, Johan acquiesce, admettant qu'elle a vu ses véritables intentions. Johan affirme que l'ambition n'est pas une mauvaise chose, mais une vertu de ceux qui en sont dignes. De plus, elle ajoute que la compagnie aime parrainer les ambitions de ceux qu'elle juge méritants. Johan réalise que c'est une occasion claire de conclure un accord. S'il le souhaite, Jean lui propose de le présenter au gouverneur de Marseille. Il comprend que le gouverneur a un rôle similaire à celui d'un maire et qu'avec cela, il pourrait obtenir le soutien à la fois de la compagnie et de la ville. Étant donné cette possibilité, il en conclut qu'il doit accepter, car même l'empereur ne pourrait alors plus l'atteindre. Remerciant pour l'offre, Johan demande en quoi consiste exactement le parrainage de la compagnie commerciale Katana. Jean explique que le soutien de la compagnie donne accès à tous les services qu'elle offre, tels que les restaurants, les auberges et les divertissements. Levant un doigt, cependant, elle prévient qu'il y a une condition. Il doit promettre de se battre sous la bannière de la compagnie. Jean exige qu'il se batte pour eux chaque fois que son aide est nécessaire. Johan demande si cela signifie s'occuper des bandits, mais elle le nie. Elle clarifie que les mercenaires des Hawkwood sont déjà partis pour cette mission et qu'une tâche lui est réservée. Il reste silencieux un instant avant de demander quelle serait cette autre tâche. Jean explique que le nombre de districts marchands qui en veulent à la compagnie a augmenté, les accusant de monopoliser le marché. Elle lui propose alors d'éliminer les membres de ces districts mécontents, et de préférence leurs enfants aussi. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande ce qu'il pense de cette unique condition. Johan reste silencieux, réfléchissant à la proposition. Le soleil se couche sur la succursale de la compagnie Katana à Marseille. Quelque temps plus tard, Johan quitte le bâtiment. Dehors, Godin le salue joyeusement et lui demande comment s'est passée la réunion. En guise de réponse, Johan se contente de fixer l'horizon, ce qui pousse Godin à l'appeler par son nom. Soudain, Johan crie avec enthousiasme à Godin qu'ils vont sucer du miel. Confuse, Godin le regarde fixement, répétant la phrase sucer du miel. Une heure plus tôt, Johan et Jean discutaient encore dans la salle de réunion. À ce moment-là, Johan refuse sa proposition. Il soutient que dans une grande ville comme Marseille, il est naturel que des plaintes surgissent quand quelqu'un domine la distribution. Il demande alors si, au lieu de résoudre le problème par le dialogue, elle s'attend à ce qu'ils tuent ces gens, y compris leurs enfants. Il déclare fermement qu'il ne peut pas assassiner des innocents pour une telle raison et refuse de le faire. Finalement, il suggère qu'il fasse comme si cet accord n'avait jamais existé. Jean et Johan se regardent en silence pendant quelques instants. Puis, son expression change subtilement. Jean l'informe qu'il a réussi, laissant Johan confus. S'inclinant légèrement, elle explique que tout n'était qu'un test pour voir s'il était apte au parrainage, ce qui l'amène à demander si le monopole était faux. La directrice clarifie que la compagnie n'a jamais monopolisé la distribution et est en fait bien vue parmi les marchands. Elle ajoute qu'elle souhaite maintenir les termes proposés, mais que cela ne signifie pas qu'ils doivent se rendre immédiatement sur un champ de bataille. Jean explique que les mercenaires des Hawkwood sont déjà partis pour maîtriser les bandits, et que pendant ce temps, il est libre de se reposer et de profiter du parrainage.
Elle lui tend alors la main et l'invite à rejoindre la compagnie. Johan accepte l'offre avec enthousiasme. Les deux se serrent la main, scellant l'accord, et Johan exprime son souhait que le partenariat soit bénéfique pour eux deux. De retour à l'extérieur, Gaudin demande ce que signifie l'expression sucer du miel. Johan explique que c'est une façon de dire qu'ils vont dépenser beaucoup pour quelque chose de cher en utilisant l'argent de la compagnie commerciale Katana. Peu après, Gaudin demande si les négociations se sont bien passées, et il confirme qu'il a enfin obtenu le parrainage. La jeune femme le félicite, et Johan la remercie. Dans son esprit, il se dit que tout se passe bien puisqu'il a obtenu un soutien dès son arrivée à Marseille. Bien que les bandits causent encore des problèmes, il pense qu'une fois que les mercenaires saines seront occupés, la ville redeviendra paisible. La vie heureuse dont il a toujours rêvé ne semble plus si lointaine, alors il décide qu'il est temps de se détendre. Alors qu'il marche dans la rue, un cri soudain retentit. Une foule se rassemble autour de plusieurs corps éparpillés sur le sol. Johan se demande ce qui s'est passé et pourquoi il y a des corps exposés en public alors que Gaudin l'interpelle. Goran s'approche et prévient qu'il est là, poussant Johan à demander ce qui se passe. En réponse, Goran explique que les bandits sont devenus plus violents, assassinant maintenant les familles des marchands pour intimider la ville. Un des corps ensanglantés gît sur le sol pavé de la place. En observant la scène, Johan se rend compte que la situation est loin d'être résolue. Dans la foule, un citoyen crie que rien n'est fait et que la ville de Marseille devrait être tenue pour responsable. Un autre homme suggère que l'empereur est derrière les bandits, mais l'idée est rapidement rejetée comme étant absurde. La foule commence à se disputer, certains défendant l'empereur et d'autres l'accusant. Les voix se superposent en accusations et en cris de toutes parts tandis que Johan observe le chaos se dérouler. Face à la scène, il voit la paix retrouvée de Marseille être détruite par les bandits. Il commence alors à se demander ce que font les mercenaires. Dans son bureau, Ibelka entre précipitamment et annonce qu'elle a de terribles nouvelles pour la directrice Ayane. Déjà au courant des corps qui ont été retrouvés, Ayon demande ce que font les mercenaires des Hawkwood. Ibelka hésite un instant avant de répondre. Elle rapporte qu'ils n'ont pas réussi à contacter les mercenaires des Hawkwood, ce qui amène Ayon à se demander ce que cela signifie exactement. Ibelka révèle alors que le corps de l'officier de liaison a été retrouvé près de la forêt la veille dans un état vraiment horrible. Et on réfléchit que les mercenaires des Hawkwood ont une force militaire comparable à celle d'une ville entière et ne peut imaginer qu'ils soient vaincus par une simple bande de bandits. Saisie par la tension, elle frappe la table et appelle Ibelska, qui répond promptement. La directrice lui ordonne d'amener Svetlga, le mage de la rivière Ifial, pour savoir par ses prophéties s'ils ont vraiment été vaincus. La rivière Ifial coule sous le clair de lune. Svetlga plonge sa main dans les eaux et prétend comprendre la situation. Il dit à Katana qu'elle se trompe et que chercher les mercenaires ne changera rien. Selon la prophétie, Johan, l'homme qui a tué le chien de l'empereur et s'est enfui, se cache maintenant dans les recoins de Marseille. Pourtant, Swetelj affirme que les choses ne se passeront pas comme ce salaud l'a imaginé.